Donc, Alma, c'est un système de gestion de bibliothèque qu'on utilise via un navigateur. Ça, c'est une première chose. Donc, il va falloir ouvrir un navigateur. Ça peut être Chrome, ça peut être Firefox, ça peut être Opera, ça peut être Safari pour ceux qui auraient des Mac. N'importe quel navigateur marche. Attention quand même à ne pas utiliser de trop vieux navigateurs. Dans Internet Explorer, par exemple, n'est plus maintenu depuis des années. Donc, si vous utilisez le navigateur de Microsoft, c'est Edge qu'il faut utiliser et pas Internet Explorer. Avec Edge, ça marche très bien, marche bien d'ailleurs de manière générale ce navigateur. Internet Explorer, ça ne marche plus. Et de la même manière, si vous utilisez Chrome, Firefox, il faut veiller à ne pas être sur une trop vieille version du navigateur. Alors, je sais que quand vous êtes au travail, généralement, c'est des versions qui sont imposées, mais c'est pour ça les techniciens, les gestionnaires informatiques, il faut qu'ils régulièrement mettent à jour les navigateurs parce que sinon il peut y avoir des problèmes de compatibilité parce que voilà, le navigateur est vraiment trop ancien et le logiciel que vous utilisez, c'est Alma mais ça pourrait être autre chose, ce logiciel-là, il y a quelques éléments qui ne sont plus compatibles avec ces vieilles versions de navigateurs. Donc moi, je vais commencer par le lien cassifié pour qu'on puisse tous le voir. Donc vous, Maëva, ce sera ce lien-là que vous allez utiliser dans quelques jours. Alors, hop, je vais ouvrir moi aussi mon navigateur. Je vais repasser en partage d'écran. Hop là. Donc moi, j'utilise Opera, qui est un navigateur qui est plutôt bien, qui est un navigateur qui est dérivé de Chrome, avec souvent un petit temps de décalage. Ça fait qu'il n'y a jamais de problème de compatibilité avec Alma ou n'importe quel autre logiciel utilisant un navigateur. Juste, je m'arrête une seconde, enfin une minute plutôt sur l'adresse. C'est une adresse, donc qu'on va utiliser, saisir dans la barre de recherche navigateur, mais ce qui m'intéresse moi, c'est ce que vous voyez là, ce que informatiquement on appelle un nom de domaine, exlibrisgroup.com. Le fait qu'on ait un nom de domaine en exlibrisgroup.com, donc avec l'adresse, le nom de domaine, c'est le nom du prestataire qui nous fournit ce logiciel, c'est une société qui s'appelle Exlibris, une société d'origine israélienne qui est de droit maintenant nord-américain. Eh bien, le fait que nous utilisions une adresse avec un nom de domaine commercial, ça veut dire que notre logiciel il est hébergé par ce fournisseur. Voilà. Si on est un service qui était hébergé, c'est-à-dire avec le logiciel qui était installé localement sur des serveurs de l'Université de Toulouse, on aurait une adresse qui serait en univ-toulouse.fr, par exemple. Or là, ce n'est pas univ-toulouse.fr, même si la référence à Univ Toulouse se trouve au début de l'adresse, on a une adresse qui est en exlibrisgroup.com, donc ça veut dire que notre logiciel est installé sur les serveurs de cette société, Exlibris, et en l'occurrence sur des serveurs qui sont aux Pays-Bas, à Amsterdam. Donc ça veut dire aussi qu'on est tributaire de ce qui peut se passer sur l'infrastructure de ce fournisseur. Je pense par exemple à ce matin où on a eu un problème technique qui ne s'est pas traduit par une interruption de service, mais qui s'est traduit par quelques ralentissements sur un certain nombre de fonctions d'Alma. Et ça, c'est des problèmes qui se situaient au niveau de l'infrastructure informatique du prestataire. Et c'est des problèmes sur lesquels le SCD de Toulouse n'est pas en capacité d'intervenir, puisque nous ne pouvons pas intervenir sur ce qui se passe au niveau de l'infrastructure de ce prestataire. C'est lui qui assume intégralement la gestion, l'administration des serveurs et du réseau informatique qui va avec. Donc, le /k c'est important puisque ça va vous rediriger vers une page d'authentification qui est une page d'authentification locale, cette fois, qui est la page d'authentification de l'Université de Toulouse. Donc, forcément, j'ai rippé et j'ai mis un petit $, derrière, voilà. Donc, quand je saisis mon adresse et que j'entre, j'arrive ici, et là, vous voyez cette fois, l'adresse finit en univ-toulouse.fr parce que c'est la page d'authentification de tous les services mutualisés qui sont gérés par la commune Université de Toulouse. Donc, c'est le cas, par exemple, pour Alma, c'est le cas pour le compte lecteur dans le catalogue public Archipel, en tout cas si on est un lecteur institutionnel, c'est-à-dire un étudiant ou un enseignant d'un établissement du site. Et c'est le cas aussi pour d'autres services complètement extérieurs aux bibliothèques, comme la messagerie collaborative Scout, que certains d'entre vous ont utilisé ou utilisent peut-être encore aujourd'hui. Donc ça, quand vous êtes ici, tout ce qu'on va vous demander de faire, c'est de saisir l'établissement, votre établissement. Donc voilà, pour vous, Maëva, dans quelques jours, vous allez sélectionner l'INSA ici. Pour moi qui suis personnel de l'Université de Toulouse, je sélectionne UT.
Je renseigne mon identifiant. Alors, votre identifiant, c'est l'identifiant informatique que vous utilisez tous les jours pour accéder à votre service de messagerie ou à votre ENT, si vous avez un ENT dans votre établissement. Donc, mon identifiant, c'est Ducasse. Et le mot de passe, c'est pareil, c'est le mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous accédez à votre messagerie professionnelle, par exemple. Voilà, là c'est saisi et je vais retourner sur Alma et je vais après développer un petit peu, mais simplement, voilà, je vais retourner sur Alma, je vais juste laisser s'afficher quelque chose côté Alma, en espérant que ça prenne pas trop de temps. Théoriquement, voilà, les problèmes informatiques de ce matin sont résolus. J'ai un écran que je commenterai tout à l'heure. Quand vous arrivez, vous êtes connecté, la première chose que le système va vous demander, c'est de vous localiser. Voilà. Se localiser dans Alma, c'est dire au système où on travaille, puisqu'il y a un certain nombre d'actions que vous allez faire dans Alma qui nécessitent une localisation, c'est-à-dire qui nécessitent de dire au système où on se trouve. Donc, grosso modo, les actions qui nécessitent d'être localisées sont les actions qui sont relatives au prêt. Ah, ça y est. Prêter, très bien. Prêter, retourner, accéder à l'étagère des réservations. Ce sont des actions qui nécessitent de se localiser, de dire qu'on travaille dans tel ou tel bureau de prêt. Alors pour les collègues du T1, c'est particulièrement sensible, puisqu'à l'UT1, les collègues ont généralement l'habitude de tourner sur plusieurs bibliothèques. Donc ils vont se voir proposer jusqu'à 4 bureaux de prêt différents. Bureau de prêt de l'Arsenal, bureau de prêt de la Manufacture, bureau de prêt de Garrigou, bureau de prêt de Boutaric. Pour les autres, par exemple à l'ENAC ou à l'INSPE Albi, vous allez avoir juste un seul bureau de prêt. Cela étant, si vous faites d'autres choses dans Alma que de faire du prêt et du retour, si vous faites par exemple des acquisitions, vous êtes susceptible d'utiliser encore un autre type de localisation qu'on appelle le département d'acquisition, ou éventuellement ce qu'on appelle aussi un département de traitement. Voilà. Si vous faites des acquisitions, le département d'acquisition va vous servir non pas à faire les acquisitions elles-mêmes, mais à recevoir vos acquisitions, à faire ce qu'on appelle de la réception. Donc là, à ce moment-là, il faudra dire à Alma, je suis dans le département d'acquisition de la bibliothèque de l'ENAC parce que je vais enregistrer la réception de documents qui viennent du libraire. Donc là, nous, aujourd'hui, on va se localiser sous notre bureau de prêt. Éventuellement, on peut ne pas se localiser. Moi, c'est ce que je vais commencer par faire et je changerai tout à l'heure de localisation en cours de route. Donc, je peux dire, je suis physiquement à aucune de ces options. Alors, vous allez voir que Alma parle assez mal le français. Ce n'est pas un français d'une grande élégance. Hein. Je suis physiquement à aucune de ces options. Voilà, ça ne veut évidemment rien dire en français. Mais c'est juste pour lui dire en fait que je suis, je me localise nulle part, mais ce n'est pas gênant parce qu'il y a certaines choses que je vais pouvoir faire même sans localisation. Alors, quand je suis sur la page, on va un peu détailler, passer en revue cet écran. Vous avez à gauche, pour aller vite, le menu des différentes fonctions. Donc, c'est les raccourcis vers les différentes fonctions du système. Les acquisitions, le prêt, le catalogage et ainsi de suite. On va les regarder un peu rapidement, on ne va pas s'arrêter sur chacune d'entre elles, mais on va essayer d'en comprendre la logique. Au niveau du bandeau supérieur, vous avez la recherche simple, recherche avancée qu'on manipulera tout à l'heure. Et vous avez aussi à droite toute une série d'icônes qui sont plus ou moins causantes, que je vais vous détailler aussi, mais qui vous permettent d'accéder à quelques fonctions supplémentaires ou à des raccourcis vers des pages web à l'extérieur du système. Et au milieu, ici, vous avez un écran qui est vide. Chez moi, c'est toujours je suis amateur de minimalisme, il faut croire. Mais vous avez la possibilité de remplir cet écran avec ce que le système appelle des widgets, c'est-à-dire des raccourcis. Alors, il y en a un qui est plus particulièrement utile et que je vais vous présenter tout de suite, qui est le raccourci, donc widget, qu'on a appelé procédure d'utilisation Alma. Donc, pour le déclencher, pour l'ajouter, je clique ici sur la croix en haut à droite, et je vais aller le chercher, le cocher, procédure d'utilisation Alma. Je vais juste bouger l'écran de zoom, ce qui me gêne. Hop. Voilà. Procédure d'utilisation, c'est un lien, c'est tout un ensemble de liens qui vont vous faire pointer sur les pages de documentation gérées par le SICD de Toulouse. Donc, on a une documentation qui est assez copieuse. Par exemple, pour cette propre formation-là, vous allez trouver
le support qui est ici, présentation générale Alma. Donc si je clique dessus, je vais accéder au PDF de cette formation qui fait une 50aine de pages, dans laquelle vous allez retrouver par exemple des exemples de recherche avancée que je vous présenterai ou que je vous présenterai peut-être pas au cours de la formation, mais vous avez accès à la dernière version de ce support. Et c'est le cas pour tous les modules d'Alma, ils sont tous couverts par une documentation que le SICD a créée. C'est vraiment la documentation du SICD et pas celle du prestataire. Donc tout ça, c'est la documentation à jour, à la date du 18 novembre 2020. On fait régulièrement des mises à jour, donc il ne faut vraiment pas hésiter à chaque fois à se référer à ces liens-là plutôt que d'enregistrer un support sur son ordinateur et d'y revenir dessus, parce que votre support, au bout d'un moment, peut se retrouver obsolète. En bas, alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, si c'est tout en haut, voilà, plutôt. On a mis également les liens vers les enregistrements vidéo de ces formations-là. Donc on est toujours sur notre plateforme FADOC, qu'on peut retrouver sur Google. Si vous tapez FADOC dans n'importe quel moteur de recherche, Google, Bing ou autre, vous allez retrouver également notre plateforme d'apprentissage Moodle. Mais là, voilà, vous avez le lien qui pointe directement. Et ici, sur cette page, je vais trouver les enregistrements vidéo de toutes les formations que nous avons faites cet automne et que pour une partie d'entre elles, nous refaisons cet hiver avec les nouveaux arrivants, c'est-à-dire vous et d'autres collègues qui en auraient besoin. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver très facilement et ça fait une documentation qui est riche et qui est tout à fait complémentaire, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a envisagé, complémentaire de ce qu'on vous présente ici en présentiel, entre guillemets présentiel, puisqu'on est sur de la visio. Donc je vais fermer, vous voyez, je peux enlever quand j'en ai marre d'afficher ça, je clique sur ce chevron tourné vers le bas et je clique sur supprimer. Et si je veux le réafficher plus tard, toujours le même principe. Voilà. La croix, je coche et j'affiche. Voilà. Moi, c'est vite, mais voilà, vous, je vous conseille vraiment d'avoir toujours ces liens procédures d'utilisation sous les yeux. Ça peut être utile. On va commencer pour ce qui relève spécifiquement d'Alma, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui le gérons, donc on va prendre d'abord connaissance de ce qui est ici au niveau du menu des fonctions. Alors je vais commencer par ce qui ne vous sert à rien, à vous, c'est l'écrou qui est situé tout en bas, qui est la page qui me permet à moi et à quelques autres d'accéder aux tables d'administration du système. Donc c'est un lien d'accès qui est réservé aux administrateurs d'Alma. Donc vous avez le raccourci qui vous est affiché, mais il ne va rien se passer si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page vide. Juste au-dessus, vous avez un raccourci qui vous permet d'accéder à l'éditeur de métadonnées. L'éditeur de métadonnées, c'est le module de catalogage. Alors, il faut comprendre que Alma, c'est un système qui est partagé, et c'est la même version d'Alma en l'occurrence, qui est partagé par plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'établissements clients de par le monde. Donc nous utilisons Alma d'une certaine façon et d'autres l'utilisent d'une certaine autre. Concrètement, si je prends l'exemple des métadonnées, des notices, beaucoup d'établissements, notamment dans le monde nord-américain et britannique, travaillent directement, pour la partie catalographique, travaillent directement dans Alma. C'est dans Alma qui crée leurs notices, qui les modifie, qui les supprime. Vous savez, même si vous n'êtes pas nécessairement utilisateur de cette application, que le travail des catalogueurs des bibliothèques universitaires françaises se fait non pas dans leur système de gestion locale, mais dans le SUDOC, qui est un outil de catalogage partagé. Donc nous, l'éditeur de métadonnées, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, certaines d'entre vous le verront lors de la formation gestion des données, mais du coup, nous l'utilisons assez peu. On va l'utiliser principalement pour traiter une certaine catégorie de notices sur laquelle je m'attarderai tout à l'heure. Mais du coup, voilà, Exlibris ils se sont dit, c'est avoir un raccourci vers cet éditeur de métadonnées, c'est quelque chose de très utile pour la majorité de nos clients. Du coup, on a mis un raccourci. Mais nous, honnêtement, ce raccourci n'apporte pas grand-chose. Donc, je ne l'ouvre pas, je ne vous le présente pas. Celles qui seront concernées le verront lors de la formation gestion des données prévue dans quelques jours. Pour les autres fonctions, vous voyez, on est, on va dire, sur un découpage qui est un découpage plus ou moins modulaire. Alors, je ne mentionne pas accéder à VE parce que je pense que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Je ne vous dis pas de quoi il est question. Vous devez voir acquisition, ressources, services aux usagers, admin et analytique. Donc, ce sont 5 grands ensembles de fonctions qui sont rassemblées sous ces têtes de chapitre. Donc, acquisition, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui a trait aux acquisitions.
Donc, je clique dessus et je vais accéder derrière à l'ensemble des fonctions auxquelles j'ai droit. Et je dis bien auxquelles j'ai droit. Parce que vous n'avez pas les mêmes rôles que moi. Moi, j'ai des rôles beaucoup plus étendus. Parce que dans Alma, comprenez, vous vous connectez individuellement. Vous êtes connecté, Karine en tant que Karine Dupuis, Roxane, vous êtes connecté en tant que Roxane, Stéphanie en tant que Stéphanie, et ainsi de suite. Sauf Maïva qui s'est connectée comme opératrice anonyme, et toutes les autres, vous êtes connectés à titre individuel. Eh bien, à chacune d'entre vous, on a assigné au préalable un certain nombre de rôles. Ces rôles, ils sont plus ou moins nombreux en fonction des missions que vous avez dans votre bibliothèque. Et du coup, derrière, en fonction des rôles que vous avez, vous allez voir plus ou moins de choses dans Alma. Donc moi, je vois beaucoup de choses pour les acquisitions, alors que vous, très certainement, vous n'en voyez que très peu. Voilà, c'est normal, c'est une gestion qui est strictement individuelle des droits dans Alma, et vous allez voir que cette gestion individuelle, cet accès individuel, cette gestion individuelle a aussi un impact sur la manière dont les données, les modifications sur les données sont historisées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc les acquisitions, voilà, tout ce qui a trait aux acquisitions de ressources imprimées et de ressources électroniques, ça c'est un élément important. La gestion des ressources, c'est plus ou moins l'équivalent d'un module catalogage pour un système intégré de gestion de bibliothèque, mais en fait, c'est plus que ça dans Alma, puisque c'est aussi derrière ce menu qu'on va accéder aux fonctions qui permettent de gérer les ressources électroniques. Donc, a priori, vous n'êtes pas vraiment gestionnaire de ressources électroniques, ou alors vraiment de manière très marginale. Donc, pareil, vous ne devriez pas voir toutes les fonctions que moi, je peux voir. Service aux usagers, c'est toutes les fonctionnalités liées au prêt. Alors là, attention, moi, j'en vois peut-être cette fois moins de choses que vous parce que moi, je ne me suis pas localisé au préalable quand je me suis connecté. Je n'ai pas dit à Alma, je suis en train de travailler derrière le bureau de prêt de la bibliothèque de l'INSA, par exemple. Et comme je ne lui ai pas dit ça, eh bien Alma ne me propose pas les liens d'accès vers le module de prêt, le module de retour et l'étagère des réservations. Alors que si je me localise maintenant, c'est-à-dire si j'indique à Alma que je travaille derrière un bureau de prêt, vous allez voir que je vais avoir plus de fonctions. Ouais, je vous montre. Retenez bien. Pour changer de localisation, j'ai une icône on va dire de géolocalisation. Ça fait un peu ce style-là. Mais bon, ce n'est pas de la géolocalisation, bien sûr. Je clique. Le système me demande où je me trouve, emplacement physique réel. Et je vais aller sélectionner ici mon bureau de prêt de ma bibliothèque. Ou si c'est un département d'acquisition, je sélectionnerai ici mon département d'acquisition. Alors moi, je vois beaucoup de choses. Là aussi, c'est parce que j'ai beaucoup de rôles. Je peux me connecter sous les bureaux de prêt de tout le monde, par exemple. Donc là, je vais me connecter sous le bureau de prêt de la bibliothèque de l'INSA. Et cette fois, si je reviens ici, vous voyez que j'ai davantage de fonctions. Parce que maintenant que je suis derrière un bureau de prêt, peu importe lequel du reste, le système me donne des droits d'accès, par exemple, sur l'écran qui permet de faire du prêt, ou celui qui permet de faire du retour. Donc voilà, ça c'est des petites différences quand on est ou pas localisé dans le système. Donc ça, tout ça, c'est ce qui a trait au prêt et à la circulation des documents. Donc vous avez pas mal de choses qui sont listées comme outils avancés. Bon, voilà, c'est des choses, si vous les voyez, qui n'ont pas d'intérêt particulier pour vous. Vous, ce qui vous intéresse et ce sur quoi on s'arrêtera lors de la formation service aux usagers, c'est ce qui est ici. Prêt et retour et demande de ressources. On a un autre menu qui s'appelle Admin, que vous voyez aussi. Alors, ce n'est pas des pages d'administration du système, hein, c'est juste pour accéder à des fonctionnalités un petit peu plus complexes, un petit peu plus avancées. J'en fais pas le détail, mais pour celles qui en ont besoin ou celles qui en auront besoin peut-être dans les semaines ou les mois à venir, c'est là, depuis la fonction qui s'appelle exécuter un traitement, par exemple, qu'on va pouvoir faire des traitements par lot sur des ensembles de données. On a la possibilité, par exemple, de créer des lots avec des dizaines, des centaines, des milliers d'exemplaires et d'appliquer un traitement sur cette dizaine, sur cette centaine, sur cette millier d'exemplaires pour, par exemple, les changer de place dans la bibliothèque. C'est là que ça va se passer dans ces outils d'administration. Et le dernier menu que vous voyez, c'est le menu qui s'appelle Analytique, qui est un menu qui me permet à moi, parce que j'ai les rôles qui vont bien, d'accéder à un autre outil, qui est un outil extérieur à Alma, même s'il est interfacé, c'est-à-dire connecté avec Alma, qui est un outil qui permet de créer des rapports. Donc, je vous montre rapidement. Cet outil s'appelle Alma Analytique et me permet à moi de créer des listes et des rapports. Donc, vous n'y avez pas accès.
quelques-uns de vos collègues dans vos établissements et bibliothèques y ont accès, mais la majeure partie de nos collègues dans le réseau n'en ont pas accès. Mais ils ont quand même accès à un certain nombre de listes et de rapports dans cette partie-là, donc du menu analytique qui s'appelle Rapports, où on met à votre disposition des ensembles de rapports et de listes. Alors, voilà, d'un intérêt divers et variés, vous me direz, mais bon, la liste est plus longue pour moi qu'elle est pour vous, parce que là, encore une fois, c'est parce que j'ai plus de rôles, donc je vois plus de rapports. Mais par exemple, vous pouvez voir un rapport qui s'appelle Réseau usage prêt en retard, qui va vous permettre d'obtenir la liste des documents en retard de votre bibliothèque. Donc, je clique dessus. Ça va m'ouvrir l'outil dont je viens de parler, Alma Analytics, sauf que vous n'aurez pas de droit ensuite derrière pour interagir sur les données, mais vous pouvez au moins exécuter ce rapport. Donc si je prends par exemple le cas de la bibliothèque de l'INSPE d'Albi, je vais aller sélectionner ici par exemple un établissement, UT2, là une bibliothèque, alors il faut connaître des codes, hein. Ça je sais, pour vous Maëva par exemple, tout ça ne parle pas, ça ce sont des codes qui résument nos bibliothèques. Bon, l'INSA c'est transparent, parce que le code de l'INSA c'est INSA. Voilà. Le code de l'ESP d'Albi, enfin de l'INSPE d'Albi, c'est SP-ALB. Bon, ça, Cindy le sait, et ceux qui en ont besoin le savent. Donc si je clique par exemple sur appliquer, je demande au système de m'afficher la liste de tous les prêts en retard de l'ESP d'Albi qui avaient une date de retour entre le 1er octobre et le 31 janvier 2021. Donc ça va prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de résultats. Peut-être que je n'aurai pas de résultats d'ailleurs, parce que je crois qu'à l'UT2, enfin je sais qu'à l'UT2 on a beaucoup modifié les dates de retour, mais le cas échéant, j'aurais pu, si j'ai quand même quelques titres en retard. Donc ça, pour Cindy, par exemple, en tant que responsable de bibliothèque, c'est un rapport qu'elle doit utiliser ou qu'elle pourrait utiliser avec profit pour obtenir la liste des documents qui sont en retard dans sa bibliothèque. Alors je vois, peut-être que Cindy m'avait mis... non, on ne peut pas changer le code. Alors on a changé les intitulés des bibliothèques, mais on ne peut pas changer le code parce que le code il est tendu. En fait, il faudrait supprimer la bibliothèque et tout recréer, et ce serait des jours et des jours de travail. Donc non, les codes, malheureusement, on ne peut pas les modifier. Donc voilà la liste, voilà des listes qu'on peut obtenir. Donc ça, vous pouvez regarder un peu. Si on vous l'a mis à disposition, c'est que vous pouvez les utiliser sans crainte et qu'on imagine que ça peut avoir un intérêt pour vous. Donc ça, c'est le menu des fonctions. Au-dessus, ici, vous avez quelque chose, alors avec une petite infobulle en anglais, Search and Manage Alma Links, qui est en fait un mécanisme de raccourci. Parce que vous voyez, des fonctions, il y en a beaucoup. Je peux m'y perdre. Donc, ce que vous propose le système, en fait, c'est de vous créer des raccourcis pour que vous puissiez accéder plus facilement, plus rapidement aux fonctionnalités que vous utilisez au quotidien. Donc, si je clique là-dessus, j'ai déjà la possibilité de faire une recherche, trouver n'importe quel lien dans le menu. Bon, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui vaut plutôt mieux faire, c'est, par exemple, personnaliser les liens du menu principal. Donc là, typiquement, vous n'êtes pas acquéreur, vous n'avez rien à faire du menu acquisition. Déjà, vous avez la possibilité de le masquer. Vous voyez, je clique dessus et je glisse pour le mettre sous la partie masquée. Pareil, moi, la gestion des données, j'y connais rien. Je ne suis pas un spécialiste d'Unimark. Je cache, j'en ai pas besoin. Et le système va garder en mémoire ce genre de modification. Et quand je vais me reconnecter le lendemain et quand je vais me reconnecter dans 6 mois, si je ne suis pas revenu sur ces modifications, sur ces masquages, ces menus-là vont continuer à être masqués. À côté de ça, je peux aussi créer directement un raccourci. Donc, par exemple, dans le menu des services aux usagers, je vais utiliser la fonction de prêt et de retour tous les jours. Donc, si je l'utilise tous les jours, je vais cliquer ici, une étoile à côté de services aux usagers. Une étoile à côté de retourner des exemplaires. Et du coup, quand je vais cliquer ici, je vais retrouver directement, dans ce qu'Alma appelle le menu des liens rapides, les deux fonctions que je viens d'enregistrer comme favoris. Je peux en plus également, pour ne même pas avoir à déplier ce menu, cliquer sur épingler le menu des liens rapides. Si je fais ça, vous voyez, les liens services aux usagers et retourner des exemplaires sont affichés directement sous la barre de recherche. Et je peux faire ça pour tout ce que je veux. Par exemple, j'exécute régulièrement des traitements. Hop, j'ai mis l'étoile à côté.
et exécuter un traitement. Voilà, c'est ajouté à ma liste. Et ça fait 3 fonctions pour lesquelles auxquelles je peux accéder rapidement en un seul clic. Si j'en ai marre d'avoir ça, je peux tout enlever. Donc je peux déjà détacher du menu des liens rapides. Tout est parti. Et je peux également tout supprimer en cochon. On a tout rétabli. De la même manière, je vais rétablir l'affichage de mon menu acquisition et l'affichage de mon menu ressources. Ce sont des choses quand même qui me servent au quotidien. Le cas échéant, je peux directement cliquer sur tout réinitialiser. Il va me remettre les paramètres par défaut. De manière générale, Alma vous offre des options de personnalisation d'affichage qui sont des options de personnalisation d'affichage qui vous sont vraiment propres. C'est pour ça que ça s'appelle personnalisation. Ça vous est personnel. Tout ce que vous modifiez à l'écran d'Alma sont des modifications que le système va garder en mémoire, mais qui ne va garder en mémoire que pour vous. Vous n'intervenez pas, pas vous inquiéter de ce que vous faites sur la session du voisin. Il ne se passe rien chez le voisin. Ça ne se passe que chez vous. Donc voilà le menu. Le logo de l'université fédérale, enfin plus exactement du réseau des bibliothèques de l'université de Toulouse, peut être cliquable. Donc si je veux revenir sur mon écran d'accueil, à tout moment, je peux cliquer dessus pour y revenir. En termes de navigation, je vais vous montrer tout à l'heure, on va un peu naviguer dans Alma. Il y a quand même quelques précautions à prendre. On est dans un logiciel qui s'utilise avec un navigateur. Donc on va utiliser les flèches de navigation que le logiciel vous fournit, de préférence aux flèches du navigateur. Vous voyez, le navigateur, j'ai des flèches retour par exemple. Cette flèche retour du navigateur, je vais éviter autant que possible de l'utiliser. Parce que si je l'utilise, je prends le risque que les données que j'ai enregistrées ou que je croyais avoir enregistrées ne le soient plus. Donc vous allez voir tout à l'heure quand on va circuler dans Alma qu'on va avoir des flèches de navigation. Eh bien, ce sont les flèches de navigation d'Alma qu'on va utiliser. De la même manière, voilà, si je veux retourner sur l'écran d'accueil, hop, un lien, un clic sur le logo de l'Université de Toulouse et j'y retourne. Donc ça, voilà, c'est des petites habitudes que vous allez devoir prendre. Je continue. Ici, la barre de recherche, on va s'y attarder tout à l'heure plus en détail, donc je n'en dis rien. Et je passe tout de suite à la partie de droite, qui est un peu un fatras. On a testé déjà, on a utilisé déjà une première icône, qui est l'icône de localisation, donc qui vous permet à tout moment de changer de localisation, passer du bureau de prêt au département des acquisitions, ou si vous n'étiez pas localisé au départ, vous localisez ensuite au moment où vous allez vraiment passer au bureau de prêt. À côté, vous avez une silhouette. La silhouette, c'est vous. C'est le menu qui va vous amener à votre dossier, si je clique sur détail utilisateur, et qui va vous permettre également de régler quelques préférences d'affichage. Alors, parmi ces préférences d'affichage, ce que le système appelle des préférences d'interface, je vais pouvoir, par exemple, agrandir. Alors, vous pouvez aussi agrandir à l'aide de votre propre navigateur, mais autrement, par défaut, le système vous permet d'agrandir un peu. Vous avez également, mais je ne vais pas vous le montrer parce que ça a un intérêt vraiment très limité, parce que de manière générale, la politique de raccourci de ce système est vraiment pas très pertinente, mais vous avez aussi la possibilité de personnaliser un certain nombre de raccourcis. Plus exactement, en fait, d'activer ou de désactiver des raccourcis clavier. Je dis que ce n'est pas intéressant parce que la plupart des raccourcis clavier d'Alma sont des raccourcis à 2 touches, voire à 3 touches. Donc les raccourcis qui nécessitent d'appuyer simultanément sur 3 touches, je ne trouve pas personnellement que ce soit des vrais raccourcis. Donc je ne vais pas vous les détailler, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Vous avez sinon quelque chose qui s'appelle désactiver la nouvelle mise en page. Je ne vous conseille pas de cliquer dessus, mais le cas échéant, si vous cliquez dessus, vous pourrez toujours revenir en arrière, mais vous allez être renvoyé sur l'ancienne interface d'Alma. L'ancienne interface d'Alma, elle est condamnée. À la 1er mars, elle va disparaître. Donc ce lien, vous l'avez encore pour un mois. Prenez déjà, enfin je pense que vous avez déjà pris l'habitude de travailler sur l'interface que je vous montre. Maeva, pareil, je vous conseille dès demain ou après-demain, quand vous commencerez à travailler sur Alma, de travailler directement sur cette interface. Pas la peine d'aller regarder ce qui se fait, enfin pas la peine de regarder dans le rétroviseur pour utiliser l'interface du passé. Sur cet écran également, vous avez, et ça un bouton qui est important, c'est se déconnecter. Vous êtes connecté à titre personnel et nominatif dans Alma. Donc, quand vous avez, par exemple, fini votre session au bureau de prêt, à la banque de prêt de votre bibliothèque, je vous conseille de vous déconnecter. Parce que si vous vous contentez de fermer, par exemple, votre navigateur, comme je viens de le faire,
enfin, plus exactement, je n'ai pas fermé le navigateur, j'ai fermé mon onglet. Ben, le collègue qui va venir derrière, il va venir sur votre session. Alors, il est sans doute bien intentionné, donc il fera pas, il travaille pour le mieux, il ne va pas faire de bêtises. Néanmoins, il travaille sur votre session et dans Alma, vous verrez tout à l'heure, toutes les données sont enregistrées. Vous faites un prêt, on sait qui a fait le prêt à telle ou telle heure, qui a fait le retour à telle ou telle heure, qui a modifié cet exemplaire à telle ou telle heure. Donc, si vous laissez votre session ouverte et qu'un collègue vient derrière et fait des bêtises, c'est sur vous que ça va retomber. Donc, quand vous avez fini votre travail en banque de prêt, vous vous déconnectez et vous êtes tranquille. Alors, personne, enfin si, du coup, Cindy, mais vous le savez déjà, mais il n'y a pas de nouveau pour l'UT2J. Mais à l'UT2J, par exemple, on utilise la messagerie Scout. Et de manière générale, on utilise beaucoup d'applications logicielles qui utilisent le serveur d'authentification de la commu. Et ben, si on oublie de se déconnecter d'Alma, non seulement on permet aux collègues qui passent derrière de travailler dans Alma sur notre session, mais on lui permet aussi potentiellement d'aller sur notre messagerie. Donc ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien penser à se déconnecter pour être tranquille. Voilà, ça, c'est un problème uniquement pour l'UT2J, l'accès à la messagerie. Mais de manière générale, voilà, prenez quand même le réflexe de vous déconnecter quand vous avez fini de travailler dans Alma. Je vais juste aller sur mon dossier. On regardera, si vous suivez la formation, et du coup, je crois que tout le monde suit la formation circulation, ben on regardera ça plus en détail. Mais je vais vous montrer mon dossier. Bon, vous pouvez regarder le vôtre aussi, hein, il est tout aussi intéressant que le mien. Il est structuré de la même manière, du reste. Et nos dossiers de lecteurs sont structurés aussi de la même manière. Donc, on va avoir une structuration qui est par onglet, avec un premier onglet qui contient les informations personnelles de la personne. Ça peut être un lecteur, comme ça peut être un professionnel des bibliothéques. Le bibliothécaire ou le lecteur ont le même type de dossier. Vous avez votre nom, vous avez votre prénom, vous avez un identifiant informatique qui est l'identifiant qui vous sert à accéder à Alma et qui vous sert aussi à accéder au catalogue, au compte lecteur sur le catalogue public. On en reparlera lors de la formation circulation. Et vous avez d'autres informations comme la date de naissance, votre établissement, la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les messages du système et ainsi de suite. Ce que vous avez, vous, qui vous est spécifique en tant que bibliothécaire, c'est les rôles. Alors plus exactement, les lecteurs ont aussi un rôle, qui est un rôle qui s'appelle lecteur. Mais vous, en tant que bibliothécaire, vous avez des rôles supplémentaires dont les intitulés sont parfois un peu barbares, mais il y en a qui sont un petit peu plus faciles à comprendre, comme celui-ci qui s'appelle opérateur de bureau de prêt. Ce rôle d'opérateur de bureau de prêt, c'est ce rôle-là qui vous permet d'accéder aux fonctions de prêt et de retour du système. Et ces rôles, en fonction de leur nature, ils sont associés à une localisation. Le rôle d'opérateur de bureau de prêt est associé à une bibliothèque, plus précisément, et en plus de la bibliothèque, il est associé à une banque de prêt, la banque de prêt BU Santé ici. Et c'est ça qui va faire, c'est parce que j'ai ce rôle, que le système me propose, quand je me connecte, de me connecter éventuellement sous le bureau de prêt de la bibliothèque universitaire de santé de Rangueil. Pareil pour vous, voilà, si vous travaillez à l'Arsenal, vous avez un rôle d'opérateur de bureau de prêt de la bibliothèque de l'Arsenal. C'est pour ça que vous voyez dans les propositions de bureau de prêt la bibliothèque universitaire de l'Arsenal. Et derrière ce rôle, en plus de la localisation, donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Donc quand je disais tout à l'heure que vous aviez plus ou moins de rôles, moi j'en ai 270, vous en avez moins. Et de l'une à l'autre, peut-être même entre Roxane et Stéphanie, il est possible que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes rôles parce que vous n'avez pas tout à fait les mêmes missions dans vos établissements. Donc voilà, ces rôles, voilà comment se passe la gestion des rôles. Et c'est pour ça que je disais que c'était une gestion des rôles individuelle, puisqu'on est vraiment dans un dossier nominatif et que c'est spécifiquement à vous, en fonction de vos missions, qu'on a confié tel ou tel rôle. Alors, je vais revenir en arrière. Vous voyez, par exemple, je vous parlais des icônes pour naviguer dans Alma. Ici, j'ai la flèche de retour. Donc, c'est la flèche de retour du système. Bon, là, j'ai rien fait. Je n'ai pas fait de modification. Donc, je pourrais, sans trop de risque, utiliser la flèche de retour du navigateur. Mais si jamais j'avais fait des modifications, cliquer sur la flèche de retour du navigateur plutôt que sur cette flèche, c'est prendre le risque de ne pas enregistrer correctement mes données. Une petite précision, puisque j'en suis à ce genre de conseil, n'ouvrez pas Alma dans deux onglets du même navigateur. Je sais que c'est tentant parce que vous avez plein de liens qui sont cliquables.
Vous avez plein de liens qui sont cliquables. Par exemple, hop, là, détail utilisateur. Alors là, il se trouve que c'est tombe bien, le système me bloque, m'empêche d'ouvrir le système dans un autre navigateur. Mais d'autres fois, vous n'aurez pas cette interdiction. Donc, évitez d'ouvrir Alma dans 2 onglets différents du même navigateur ou dans 2 fois le même navigateur, parce que là, je suis sur Opera, mais je pourrais encore ouvrir une autre session d'Opera, ça reviendrait au même. Ne le faites pas, tout simplement parce que ça peut créer des interférences. C'est-à-dire que si j'enregistre des données sur un onglet, les données que j'enregistre sur mon onglet peuvent être enregistrées par erreur sur la page qui est ouverte à côté. Donc, si vous avez besoin, ça peut arriver, ça peut m'arriver aussi et ça peut vous arriver, de comparer des données, comparer par exemple le dossier de 2 lecteurs pour savoir si c'est un doublon, si les 2 dossiers se rapportent à la même personne. Ouvrez Alma dans un navigateur, par exemple Opera, et ouvrez Alma dans un deuxième navigateur, par exemple Edge. Et là, on peut ouvrir Alma sans risque. Pour Alma, c'est neutre que vous ayez ouvert le système dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 navigateurs différents. Mais ne le faites pas dans le même. Privilégiez à chaque fois l'ouverture d'un nouveau navigateur. Généralement, sur nos postes professionnels, on a toujours 2 ou 3 navigateurs différents d'installer. Donc, utilisez-les complètement si vous avez besoin. Ça vous évitera bien des déconvenues. Loïc, j'ai une question à ce sujet. Enfin, j'anticipe un peu ce que je vais partir, mais ça fait en lien avec ce que tu disais. Moi, je suis un peu embêtée parce que pour la gestion des périodiques, il me semble qu'il fallait que je sois dans acquisition, dans le département acquisition. Le problème, c'est que je fais du service public en même temps et donc je suis obligée d'être connectée sur l'autre département. Comment faire dans ces cas-là? Est-ce que je suis obligée de me connecter à un autre PC si je fais du bulletinage et tout en pouvant assurer le service public? Non, Quelle serait la meilleure... on va s'en tirer en ouvrant 2 navigateurs. D'accord, donc... Si tu as Chrome et Firefox, tu en as oui. un qui est ouvert sur Chrome avec la fenêtre de bureau de prêt pour pouvoir prêter, retourner à tout moment. Et l'autre, Firefox, par exemple, qui est ouvert sur le département des acquisitions pour traiter les fascicules de périodiques reçus. C'est comme ça qu'on va s'en tirer. D'accord. Le système s'en fiche, tu vois, d'avoir Alma ouvert dans 3 ou 4 navigateurs différents, en parallèle, sous la même session. Voilà, ce qu'il n'aime pas, c'est que tout soit fait dans le même navigateur. Dans le même navigateur, d'accord. Ouais. Ok. Merci, je vais devoir vous laisser. Hein. Merci, désolé. Et bien, à bientôt. Alors, on va continuer sur l'affichage de ce qui est là, ces petites icônes. Vous avez ici quelque chose qui ne sert pas à grand-chose. Ça s'appelle tâches nécessitant votre action. C'est le système en fait qui vous dit ce que vous avez à faire. Alors je dis que ça ne sert pas à grand chose parce que les circuits de travail tels qu'ils sont configurés dans vos bibliothèques rendent cette fonction inutile. Mais dans l'absolu, on pourrait tout à fait imaginer peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, quand on aura envie d'utiliser vraiment cette fonction, tous les matins on se connecte, on clique ici et on regarde ce qu'on a à faire. Combien de lignes de commande on a à mettre dans un bon de commande, combien de bons de commande on a envoyé, combien de documents on a à retirer des rayons pour pouvoir les mettre sur l'étagère des réservations, et ainsi de suite. C'est la liste de vos tâches à faire. C'est votre to-do list, comme on dit aujourd'hui dans le jargon moderne. Bon, pour le moment, ne regardez pas ça, ça ne vous apporte pas grand-chose à part du stress inutile. Vous avez un menu d'aide aussi, alors qui contient un peu toutes sortes d'informations diverses et variées. Vous avez par exemple un lien qui s'appelle ici Aide pour cette page qui vous permet d'accéder à la documentation du prestataire Ex Libris. Donc à chaque fois vous êtes sur un écran différent, à chaque fois le système va vous renvoyer sur la bonne page de la documentation d'Ex Libris. Je ne fais pas trop la publicité pour la documentation d'Ex Libris parce que c'est une documentation qui est neutre, qui ne tient pas compte des procédures qu'on peut avoir dans nos établissements. Donc, ils décrivent de manière très générale le fonctionnement du système. Donc, ce n'est pas forcément leur documentation qu'il faut utiliser, c'est plutôt la nôtre. Et seulement, éventuellement, dans un second temps, regarder la leur si on ne trouve pas l'info dans celle du SICD. Vous avez d'autres informations qui servent pas forcément à grand chose, calendrier de parution, je passe les détails, mais c'est tous les mois, en fait, on a des nouvelles versions d'Alma. C'est un système qui bouge tous les mois, pas de fond en comble, mais quelques nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs ou des choses comme ça.
Et donc là, ça vous permet de voir à quelle date les nouvelles fonctionnalités vont être implémentées sur le système. Vous avez un lien vers Bac à Sable Premium. Donc ça, c'est le lien vers la base de test que peut-être vous avez commencé à utiliser dans le cadre des exercices pour la circulation. Et bien là, vous avez directement un raccourci qui vous permet d'accéder à cette base de test en passant sur Bac à Sable Premium et en cliquant sur Local LDAP. Vous allez ouvrir le lien vers la base de test. Elle a la même page d'authentification que tout à l'heure, celle qu'avait Maïva, mais simplement, ce n'est pas la même adresse. C'est une adresse en univ-toulouse-psb.alma, etc. Le PSB, ça désigne notre base de test, et donc c'est là que vous allez faire les exercices que je vous ai donnés pour la circulation et puis pour les autres modules, si vous suivez les autres formations à la suite. Donc voilà, il y a toutes sortes de liens divers et variés, c'est pas d'un intérêt considérable. Ici, vous avez un lien vers l'historique des modifications que vous avez faites. Donc, modification d'exemplaires, modification de notices, les jeux de résultats que vous avez créés, etc., etc. À chaque fois que vous avez modifié ou éventuellement supprimé une donnée, vous allez pouvoir la retrouver ici. Alors, si c'est une donnée que vous avez modifiée, du coup, ça vous sert de raccourci pour revenir dessus. Si c'est une donnée qui a été supprimée, voilà, vous ne pouvez pas revenir dessus puisqu'elle a été supprimée, mais vous pouvez quand même voir un peu ce que vous avez fait vous, personnellement, comme modification sur les données du système. Et à côté, on a un petit outil qui s'appelle Dara, qui est un système de recommandation qui n'a pas d'intérêt pour vous, je pense, compte tenu des rôles que vous avez, mais voilà, c'est un mécanisme qui permet de faire des recommandations aux utilisateurs, de leur dire, par exemple, vous avez des documents qui sont marqués manquants depuis très longtemps, qu'il faudrait peut-être traiter, ou vous avez des documents qui sont très demandés, qu'il faudrait peut-être racheter, et ainsi de suite. Donc là, en fonction des rôles que vous avez, vous allez voir aussi plus ou moins de recommandations, sachant, c'est important, ce sont des recommandations qui sont faites à l'ensemble du réseau, ce que le système appelle l'institution. Donc c'est tout le réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse. Donc il ne faut pas se dire, là pour le coup, ce n'est pas des recommandations qui vous sont faites personnellement. Donc n'allez pas les supprimer, parce que si vous les supprimez alors qu'elles pourraient être utiles pour d'autres. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis que grosso modo, vous n'en avez pas besoin, vous, a priori, compte tenu des fonctions que vous avez. Et à côté, vous avez un magasin d'extensions ou d'applications. Alors, je ne sais même pas d'ailleurs si vous le voyez ou si vous ne le voyez pas, mais ça vous permet d'intégrer dans Alma des extensions, un peu sur le même type que ce qu'on peut avoir sur le navigateur ou ce que vous pouvez avoir sur votre smartphone avec des bibliothèques d'applications. Ça vous permet d'avoir quelques fonctionnalités étendues pour Alma et en quelque sorte personnaliser votre Alma. Donc là aussi, ça n'a pas d'intérêt particulier pour vous, il n'y en a pas qui vous concerne spécifiquement. Au demeurant, à côté, vous avez les trois petits points qui vous permettent de personnaliser ce menu. Donc je vous ai dit qu'il y avait plein de choses qui ne vous servaient pas. Ben, ces choses qui ne vous servent pas, vous pouvez tout à fait les masquer. Par exemple, la page d'assistance, j'en ai pas besoin. L'outil de recommandation d'ARA, j'en ai pas besoin. La liste des tâches à faire, j'en ai pas besoin. Les extensions pour Alma, j'en ai pas besoin. Donc tout ça, je le bascule dans masquer les icônes. Je clique sur enregistrer et je ne vois plus que les données qui m'intéressent. Ça peut toujours servir. Comme ça évite de faire des erreurs, des bêtises et de manipuler des choses par erreur qui pourraient avoir des effets regrettables. Je vais terminer sur la navigation en vous montrant juste quelque chose qu'on reverra plus en détail avec la circulation. C'est l'écran de près et de retour. Alors, je vais me relocaliser à nouveau. Hop, raté. Alors en attendant, vous voyez, il y a des petits messages. Voilà, c'est des messages que le système vous donne en disant il y a des opérations de maintenance programmées le 1er février, etc. Bon, voilà, c'est des messages de service qui ne vous concernent pas, donc c'est même pas la peine de les regarder, vous pouvez les fermer directement. Voilà, je me suis localisé. Je vais aller cliquer sur service aux usagers, donc c'est la fenêtre de près et de retour que vous avez tout utilisé sauf Maïva pour le moment. Donc ça, on le reverra, enfin vous allez le revoir avec les exercices, on le reverra lors du débriefing. C'est là qu'on va lire la carte de lecteur. Donc, bon, je n'ai pas de lecteur de carte sous la main, donc je vais saisir mes noms et prénoms.
Donc, je le fais dans la barre de recherche que je vous recommande généralement pas de faire parce que le nombre d'affichages, le nombre de résultats affichés est limité à 10. Bon, là, je sais que je suis le seul Loïc Ducasse de la base, donc je ne prends pas trop de risques. Néanmoins, voilà, il peut être plus prudent des fois de cliquer sur l'icône en forme de 3 tirés, matérialisé par 3 tirés, et de faire cette recherche à cet endroit pour appeler un dossier. Un clic, Loïc Ducasse. Je suis sur mon écran de près, je passe un peu les détails, c'était juste pour vous expliquer, parce que ça peut être intéressant, mais on aura l'occasion de le revoir. Là, je suis basculé sur tous les prêts, donc c'est la liste des prêts que j'ai en cours dans mon dossier. Donc, voilà, je fais pas mal de tests, donc j'ai emprunté un document, prétendument emprunté un document ce matin. Cette liste-là, vous voyez, toutes ces listes-là, en fait, sont personnalisables. Je peux personnaliser, modifier leur contenu. Et comment je le sais? Tout simplement parce que dès que j'ai une liste, j'ai généralement une icône qui est matérialisée par un écrou. Et quand je clique sur mon écrou, je vais dire au système quelle colonne, quelle valeur je veux afficher. Bon, j'enlève tout, c'est pas très intéressant. Je vais en rajouter. Je clique sur terminer et vous voyez, il y a des colonnes qui sont parties, d'autres qui se sont affichées, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois que j'ai une liste, là, je suis dans le contexte des services aux usagers, du prêt, mais on verra tout à l'heure quand je ferai une recherche. Dans d'autres contextes, j'ai toujours, dès qu'il y a une liste, j'ai cette possibilité de modifier ce qui s'affiche au niveau de ma liste pour ne prendre, n'afficher que les informations qui me sont pertinentes. Et donc, non seulement je peux personnaliser l'affichage, mais j'ai aussi à côté une icône, vous voyez, qui est, alors bon, c'est un peu, on voit pas trop ce que c'est une page avec un coin corné et une flèche tournée vers la droite, et en fait, c'est une icône qui matérialise la fonction d'export. Donc pareil, dès que j'ai une liste, je peux l'exporter. L'exporter au format Excel. Alors, on me laisse le choix ici. Est-ce que je prends la liste Excel avec la vue actuelle, c'est-à-dire uniquement les colonnes qui sont affichées sur mon écran, ou est-ce que je prends la liste Excel avec tous les champs, y compris les colonnes qui sont masquées? Et donc après, voilà, j'exporte, ça prend plus ou moins de temps. J'enregistre sur mon ordinateur et j'ai une liste Excel. Donc là, pour le prêt, c'est un intérêt relativement limité d'exporter des listes, mais tout à l'heure, quand on va faire des recherches, et c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, eh bien, dans ce contexte-là, c'est tout à fait précieux de pouvoir exporter des listes d'exemplaires, listes de titres, et ainsi de suite. Donc voilà, soyez vigilants, mais dès que vous avez une liste quelconque, vous avez ces deux icônes qui sont affichées. Et c'est toujours pareil, pour revenir à l'affichage par défaut, j'ai un bouton qui s'appelle restaurer les paramètres de liste par défaut. Et quand je clique dessus, il me remet les choses en l'état. Alors là, dans le cadre, après je passe, mais dans le cadre des services aux usagers, je peux en plus modifier aussi l'ordre d'affichage des colonnes pour faire quelque chose qui est vraiment à ma main. Encore une fois, tout ce que vous faites en termes de personnalisation de l'affichage sont des choses qui ne concernent que vous et pas du tout les voisins. Et ce sont des choses qui vont rester en mémoire pendant des mois et des mois si vous ne revenez pas dessus. Est-ce que ça va pour vous à ce stade ou est-ce que vous avez déjà des questions? Sinon, on va basculer sur les données. Voilà, la partie qui pour moi est un petit peu plus complexe, mais au niveau de l'ergonomie, de la navigation dans Alma, est-ce que ça répond à peu près à votre besoin ou aux questions que vous vous êtes posées depuis que vous utilisez Alma, donc depuis quelques semaines ou quelques mois? Oui. C'est bon, très bien. Alors on va continuer donc sur les données. Donc là c'est un petit peu plus complexe parce qu'on va être amené probablement à évoquer des types de données que vous ne manipulez pas et on va être amené à présenter une structure de données qui n'est un peu inhabituelle. Alors je vais commencer par les types de données qui sont disponibles dans le système en commençant par des choses les plus générales. Donc première chose à retenir, c'est que dans Alma, nous avons à la fois des notices de ressources imprimées et des notices de ressources électroniques. Les notices de ressources imprimées, on en a environ 1 200 000, ce qui fait déjà quelque chose de respectable. Les notices de ressources électroniques, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on en a à peu près 3 millions. On a donc une très grosse base dans laquelle on peut trouver indifféremment du papier et de l'électronique. Et quand je dis indifféremment, c'est ici que ça va se passer, au niveau de la barre de recherche. Donc, quand je suis sur la barre de recherche, on va l'utiliser pendant toute l'heure qui vient.
quand je clique ici, je vais dire au système quel est le type de données que je recherche. Alors là aussi, comme tout à l'heure, vous ne voyez pas forcément les mêmes choses que moi. Toujours pareil, c'est à cause des rôles que j'ai et que vous n'avez pas. Vous avez quand même toutes, comme moi, une première valeur qui s'appelle tous les titres. Donc si je sélectionne tous les titres ici, je vais dire au système que ce que je cherche, ce sont des notices bibliographiques. Et en l'occurrence, je lui dis que je cherche indifféremment des notices bibliographiques de ressources imprimées et des notices bibliographiques de ressources électroniques. Alors, c'est ce que je vais faire. Avant ça, je vous montre juste quelque chose qu'on reverra en fait à chaque fois que je fais une recherche. C'est que le système vous donne la possibilité de réactiver une recherche que vous avez faite récemment. En fait, il vous affiche les 10 dernières recherches que vous avez faites dans le système. Pour tous les titres. Si c'était sur les titres physiques, il me mettrait les 10 dernières recherches de notices bibliographiques de ressources imprimées, et ainsi de suite. Donc, il garde en mémoire systématiquement ce que vous avez fait. Je vais faire une recherche standard en anglais pour le plaisir, parce qu'en anglais, je vais ramener plus de résultats, parce que une très large partie de nos ressources électroniques sont en anglais. On ne va pas se mentir. La forte prédominance des ressources anglophones pour la DocElec. Donc là, je fais une recherche vraiment élémentaire, très simple. Je lui dis, donne-moi des notices, papier ou électronique, je m'en fiche, et on utilise tous les index. Un mot-clé, ça veut dire tous les index de recherche possibles. Donc, history peut se trouver dans le titre, peut se trouver dans le sujet, peut se trouver, pourquoi pas, dans le champ auteur, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est mon résultat de recherche basique, avec la liste des résultats, et sur la gauche, des facettes. Alors les facettes, elles vont être différentes en fonction du type de recherche que je fais. Là, sur une recherche tous les titres, on va me proposer type de matériel, type de ressource, la langue de la ressource, les années de publication, alors qui sont regroupées, vous voyez, par gros blocs, et la collection. Alors collection, c'est quelque chose d'un peu particulier, je passe les détails, mais la collection, c'est un mécanisme qui nous permet de regrouper des notices pour faire des expositions thématiques au niveau du catalogue public. Je vous montrerai ça demain matin rapidement, mais voilà, ce n'est pas forcément ce qui vous est le plus utile. Vous, ça va être type de matériel, type de ressources, langue et année de publication, sachant que le système différencie type de matériel et type de ressources, parce que le type de ressource est renseigné au niveau de la notice bibliographique, dans les données codées de la notice, alors que le type de matériel, on se trouve au niveau de l'exemplaire pour les ressources imprimées ou de ce que le système appelle le portfolio pour les ressources électroniques, qui est un terme que je vais développer tout à l'heure. Au niveau de la page de résultats, j'ai ici à la fois indifféremment des ressources imprimées, des ressources électroniques. Comment je le sais? Tout simplement parce que, vous voyez, sous la notice, sous le résumé, la notice succincte, j'ai des onglets ici, et que dans ces onglets, j'ai physique qui est en vert, donc ça me désigne des ressources imprimées, ou électronique, ici qui est en vert, donc ça désigne des ressources électroniques. Donc ça va être un point de repérage pour moi de me dire, voilà, un onglet physique, un onglet électronique. Il y a un onglet numérique, vous ne le verrez jamais, l'onglet numérique, parce que c'est quelque chose que c'est lié à une fonctionnalité d'Alma qu'on n'utilise pas, mais qui permet de gérer des bibliothèques numériques et donc de gérer des fonds numérisés. Parce que le système différencie l'électronique, qui sont les ressources qu'on achète auprès des éditeurs, qui sont des ressources nativement, c'est-à-dire originellement au format électronique, donc dans une forme dématérialisée, des ressources numériques ou numérisées, qui sont des ressources donc, qui papier qu'on a volontairement numérisé. Donc là, numérique, nous, on ne verra jamais. Donc ça peut être soit physique, soit électronique. Et vous voyez, donc physique, quand je clique dessus, je vais développer tout à l'heure, je vais trouver des informations sur la localisation du document. Dans quelle bibliothèque, dans quel emplacement de la bibliothèque, ce que le système appelle une localisation, sous quelle cote, et avec combien d'exemplaires, parmi ceux-ci, combien d'exemplaires disponibles pour la bibliothèque et la localisation en question. Pour l'électronique, c'est un peu le même principe, sauf que je vais trouver cette fois des collections électroniques. Une collection, c'est
qui n'est pas au même sens que le terme de collection ici. Une collection, en anglais on appelle ça un package, c'est un ensemble de titres qui est en fait, on va dire, la collection qui est commercialement diffusée, vendue par un fournisseur. Le fournisseur, mettons, appelons-le Elsevier, va vendre une collection, par exemple, dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui va contenir peut-être 500 titres de périodiques. Cette collection, elle va s'appeler, mettons, Elsevier périodique. Eh bien, mon document va être rangé dans une collection qui s'appelle Elsevier périodique. Donc là, ici, vous voyez, c'est une collection qui s'appelle EBSCO-Host, qui est vendue, commercialisée par une société qui s'appelle EBSCO. Et vous voyez, ces collections sont préfixées, bon, ça c'est spécifique à notre établissement, mais pour faciliter notre repérage, elles sont préfixées du nom de l'établissement. Donc, accès UT2J EBSCO Host, c'est une ressource qui appartient à une collection électronique qui a été prise en abonnement ou sous forme d'achat par l'université Jean Jaurès. Là, j'en ai pour l'UPS aussi, j'ai des collections, une collection Wiley pour l'UPS, collection Wiley pour l'UT2J, collection EBSCO-Host pour l'UT2J. Voilà, souvent un même titre en fait va appartenir pour un même établissement. On va le retrouver dans plusieurs collections différentes parce qu'il est distribué en fait par plusieurs agrégateurs de contenus différents. Alors des fois c'est exactement le même abonnement, on a accès aux mêmes années de publication, et d'autres fois c'est des données complémentaires. On a dans telle collection un abonnement pour tout ce qui est antérieur à 1990, et dans une autre collection, on a un abonnement au même titre, mais pour tout ce qui est postérieur à 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est assez variable. Vous avez l'indication du nombre à chaque fois, le nombre de localisations, le nombre de collections électroniques concernées. Donc si je prends ce titre-là, je vois qu'il n'est conservé que dans une seule localisation de tout le réseau. Donc la salle de lecture du centre de ressources des langues. Si je regarde ici, je vois que mon titre de périodique, c'est une revue, ma revue électronique, elle est conservée dans 2 collections électroniques qui se trouvent toutes les 2 appartenir à l'université Jean Jaurès. Là, je vois que c'est dans 23 collections électroniques. Je n'en vois que 5 à chaque fois. Donc si je veux toutes les voir, il va falloir que je clique ici sur tous les portfolios. Et pour les ressources papier, il va falloir que je clique ici sur notice de fond, ou éventuellement sur tous les exemplaires. Mais ça, on va le voir un petit peu plus en détail. Donc au niveau pour continuer cette approche globale, en plus des facettes, j'ai également des critères de tri. 2 critères de tri qui sont cumulatifs. Le critère de tri classement, c'est le critère de tri par pertinence. Je ne peux pas trop développer ce qu'il y a derrière par pertinence. C'est comme tous les algorithmes, c'est un petit peu une boîte noire, mais c'est le critère par pertinence. Mais autrement, je peux trier par titre, par auteur, par date de publication, titre uniforme éventuellement, et donc titre uniforme, donc en enlevant par exemple les articles ou des choses comme ça, et par collection. Collection, c'est ce qui est ici, hein, c'est pas collection électronique, donc ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le classement, voilà, soit par pertinence, soit par auteur, soit par tri, soit par date. Et donc les tris sont cumulatifs, c'est-à-dire que si par exemple je demande un tri par auteur, je peux dire d'abord tu utilises le tri par auteur ici, et ensuite tu me fais un tri par date de publication. Donc à auteur égale, ben, il va utiliser, ensuite il va classer les notices par date de publication. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Vous voyez qu'à côté, j'ai toujours les icônes que je vous ai montrées, export ou personnalisation. Alors la personnalisation ici est un petit peu complexe, hein, faut bien le dire, mais c'est quand même la même chose. Donc je peux décider ce que je vais afficher comme données au niveau de ma notice succincte. Je peux masquer, enlever des choses. De la même manière, je peux choisir, alors je ne vous conseille pas de le faire, mais je peux également choisir ce que j'affiche comme fonction. Là, j'ai 2 fonctions, modifier la notice ou passer une commande. Et j'ai des fonctionnalités supplémentaires qui sont masquées sous ce bouton 3 petits points que nous, dans notre documentation, on appelle le bouton action. Quand je vois ça, je sais qu'il y a plus d'actions qui sont cachées derrière. Et donc, vous voyez, en fait, j'ai la possibilité de dire au système qu'est-ce que je veux qu'il affiche par défaut et qu'est-ce que je veux qu'il marque, qu'il mette sous le bouton plus d'actions. Donc voilà, ça se déplace par copier-glisser. Et de la même manière, en cliquant sur restaurer les paramètres de liste par défaut, je vais rétablir mes paramètres de base. Au niveau de l'export, là j'ai fait une recherche un peu très vaste. J'ai 58 354 résultats.
Si je m'amuse à exporter la liste, on n'a pas fini avant, notre formation sera déjà finie, que je n'aurai toujours pas récupéré mon fichier. Donc faites un peu attention quand vous exportez une liste. Voilà, soyez un petit peu précautionneux et ne lancez pas un export sur des dizaines de milliers de résultats, parce que ça n'a aucun sens de mon point de vue. Je continue avec les généralités, avec ici 2 onglets. Un onglet qui est marqué institution et un onglet qui est marqué communauté. Alors, institution, c'est le catalogue de notre réseau. Ce sont les notices de notre réseau. Peu importe après si derrière, il n'y a que l'Université Toulouse 1 qui a des choses, ou que l'Université Toulouse 2, ou si c'est l'Institut Champollion et l'École des Mines d'Albi, peu importe, c'est toutes les notices de notre réseau des bibliothèques de l'Université Toulouse. À côté, l'onglet communauté, qui est matérialisé, vous voyez, par 2 silhouettes plus ou moins superposées, c'est un accès à ce qu'on appelle une base de connaissances, qui est en fait un grand réservoir de données que Exlibris, donc la société qui fournit ce logiciel, que Exlibris met à disposition de ses clients. Et en fait, ce grand réservoir de données va contenir des centaines de milliers, même des millions de notices de ressources électroniques. Donc, si vous êtes gestionnaire de ressources électroniques, vous allez utiliser cet onglet communauté pour aller, par exemple, passer une commande, la commande d'un bouquet, d'une collection électronique qui se trouve dans la communauté et à laquelle votre établissement souhaite s'abonner. Si vous n'êtes pas gestionnaire de ressources électroniques, vous n'avez objectivement rien à faire ici. Donc, vous oubliez l'onglet communauté, qui contient aussi par ailleurs des notices d'autorité, mais pareil, ça ne vous concerne pas, ça ne vous intéresse pas, et vous restez sur l'onglet institution. Faites bien attention parce que quand vous êtes au niveau de la barre de recherche, c'est pareil, on va retrouver ici la même chose. Donc, quand je lance une recherche, j'ai la possibilité de dire de lancer la recherche sur la zone communauté, ou j'ai la possibilité de dire au système de lancer la recherche sur la zone institution. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois, ce qui sera le cas de Maëva dans 3 jours, par défaut, elle sera sur la zone institution. Si, par curiosité, vous êtes amené vous voulez regarder ce qu'il y a dans la zone communauté, pensez bien malgré tout à revenir sur la zone institution, parce que sinon, le système va garder en mémoire que vous avez fait un jour une recherche sur la zone communauté, et le lendemain, le surlendemain, tant que vous ne corrigez pas ça, il va toujours faire pointer vos recherches sur la zone communauté. En tout cas, vos recherches de titres, il va les faire pointer sur la zone communauté, ce qui n'a pas beaucoup de sens et en tout cas pas beaucoup d'intérêt dans votre cas. Donc voilà, faites bien attention à rester sur la zone institution, la zone communauté, c'est juste un grand réservoir de notices électroniques pour lesquelles qui ne présentent pas d'intérêt particulier pour vous. Alors, avant de continuer, je vais juste mettre un lien vers une petite page de vocabulaire, parce que je pense que Soline s'inquiète que je n'ai pas encore mis à disposition mon vocabulaire, parce que ces mots-là vont revenir en fait régulièrement. Donc j'ai une petite page de définition, je vous le mets dans le chat. Hop. Donc vous pouvez cliquer dessus, ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Voilà, c'est juste un lien sur une page de définition. Bon, il y aurait d'autres éléments à compléter, mais vous voyez, on va retrouver serveur CAS, localisé dans Alma, zone institution, zone communauté. Alors, si jamais j'utilise ces termes et que vous ne savez plus de quoi il est question, vous pouvez y revenir, et puis par la suite, vous pourrez y revenir à tout bout de champ. On mettra à jour avec d'autres dénominations que j'ai oublié de mettre à cet instant pour notre formation. Voilà. Là, je vous ai fait une présentation très rapide. On trouve de la doc papier, on trouve de la doc électronique. On distingue la zone institution, notre catalogue, de la zone communauté, voilà, une espèce de réservoir de notices de ressources électroniques partagées par tous les clients Alma dans le monde. On fait une recherche tous les titres, on ramène indifféremment du papier, de l'électronique quand on est sur sa zone institution. On va maintenant entrer dans le détail, ressources physiques, ressources électroniques. Donc on va commencer parce que c'est le plus important pour moi. DocElec, si on n'a pas le temps, vous pourrez regarder dans la documentation. On va se concentrer surtout sur les ressources imprimées pour la dernière demi-heure, parce que c'est le plus intéressant pour vous. Alors, je vais rouvrir à nouveau pour bien le voir, je vais repartir sur l'écran d'accueil. Je vais ouvrir à nouveau la liste des types de résultats que je veux. Donc, je vais aller très vite sur les types de résultats qui sont en bas. Ils n'ont pas d'intérêt pour vous. Autorité, ça ne sert à rien. Référence, liste de lecture, cours. D'ailleurs, c'est des choses que vous ne voyez pas, donc ça tombe bien.
Utilisateur, c'est pour faire une recherche sur la base usagée. Donc ça, vous le verrez dans les vidéos sur la circulation. Demande, c'est pour faire des recherches sur les réservations, mais ce n'est pas très utile, pas très pertinent dans le contexte tel que c'est conçu. Au-dessus, ligne de commande, facture, fournisseur, compte et licence sont des choses en lien avec les acquisitions. Donc, si vous n'avez pas de rôle sur les acquisitions, vous ne voyez théoriquement que licence. Licence, ce sont les contrats d'utilisation des ressources électroniques. Voilà, on vous a mis des droits de lecture dessus pour pouvoir éventuellement renseigner un lecteur, pouvoir lui dire voilà, telle ressource électronique est disponible, on peut fournir une copie papier d'un article. Bon, mais honnêtement, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Tout ce qui est marqué numérique, aucun intérêt pour vous. Donc vous oubliez titre numérique, fichier numérique, collection. Et donc, nous, on va se concentrer sur les deux blocs qui sont là, titre électronique, portfolio électronique, collection électronique, et sur celui qui est au-dessus, titre physique, exemplaire physique. En commençant donc par titre physique, exemplaire physique. Donc, on a vu tous les titres. Tous les titres, on dit au système qu'on veut des notices, peu importe si c'est du papier ou du électronique. Titre physique, comme son nom l'indique, on indique au système qu'on veut des notices, mais on veut des notices uniquement pour des ressources imprimées. Ou plus exactement, pour des notices que le système est en capacité d'identifier comme des notices de ressources imprimées. Alors, je vais prendre plutôt. Donc là, je fais une recherche simple à nouveau. On va voir tout à l'heure, dans quelques instants, la recherche avancée. Je fais une recherche simple. Je veux des notices de ressources imprimées. Tout index, mot-clé donc, et pour le terme code civil, alors je ne l'ai pas mis entre guillemets, les guillemets fonctionnent, donc je peux vraiment restreindre. Bon, là, ce ne sera pas pertinent sur la première page de résultats, mais je restreins. J'avais 1636 résultats, j'en ai plus que 1137 envoyés, donc ça a bien marché. Il me dit contient la phrase code civil. Donc c'est effectivement ça, je veux des notices qui contiennent exactement l'expression code civil. Donc là, on n'a plus que du papier. Vous voyez, l'onglet est marqué physique. On n'a plus que du papier, je peux dérouler, mais vous voyez, c'est que marqué physique à chaque fois. On n'a plus que du papier, j'ai ma petite pastille verte, donc on me dit que c'est du papier, c'est physique, et si c'est vert, c'est parce que il y a au moins un exemplaire en rayon quelque part. Si jamais je n'avais plus aucun exemplaire en rayon, comme c'est le cas ici par exemple, j'aurais une pastille grise au lieu d'une pastille verte. Vous voyez, je déplie. Le document en question n'est conservé que dans un seul emplacement dans tout le réseau. Donc la salle de lecture de la bibliothèque de l'école vétérinaire de Toulouse. Et l'unique exemplaire qu'ils ont est marqué indisponible. Voilà, première lecture des résultats. Nous, on va entrer un petit peu plus en détail en prenant une notice qui est tout de suite un peu plus compliquée comme celle-ci. Donc ma notice, là on a un résumé de la notice. On a le titre, on a le type de ressource, c'est un livre, les mentions d'édition, le sujet, la collection éditoriale, la langue, l'ISBN, voilà, des choses, encore une fois, que vous pouvez masquer éventuellement. Si je clique sur le lien, vous voyez, c'est un lien qui est cliquable, je vais accéder en lecture à la notice en mode éditeur. Alors, je ne peux pas l'éditer, je suis juste en lecture. Néanmoins, si j'ai les droits qui vont bien, je peux cliquer ici sur déplacer vers l'éditeur de métadonnées. Et là, j'accède à l'éditeur qui me permet éventuellement de modifier la notice. Mais pour une notice bibliographique, encore une fois, ça n'a pas d'intérêt puisque c'est un travail qui est fait dans un système extérieur à Alma. Au niveau de la notice, je n'ai pas grand-chose à vous dire, parce que déjà, je ne suis pas un spécialiste. Vous rencontrerez une spécialiste si vous êtes concerné par cette formation, mais c'est une notice bibliographique avec l'organisation en zones, en sous-zones, et ainsi de suite. On est dans un format de notice qui est le format Unimark, qui est le format utilisé pour l'ensemble de nos ressources imprimées. Pour les ressources électroniques, on a à la fois de l'Unimark et du Mark 21. Mark 21 étant le format plutôt utilisé dans le monde anglo-saxon. Mais c'est neutre pour allemand, on peut avoir toutes sortes de formats de données différents. C'est pas un souci. Donc là, c'est un format Unimark avec une notice qui vient du sudoc, c'est marqué, et qui comporte un identifiant interne. Tous les enregistrements dans Alma comportent des identifiants internes, les exemplaires, les usagers, etc. Des fois, ils sont visibles, des fois, ils ne le sont pas. Pour les notices, ils le sont, et on appelle ça un identifiant MMS. Petit jargon. Donc pour le reste, la notice, elle est assez classique.
Pour les puristes, on va retrouver le PPN, donc le numéro d'identifiant de la notice SUDOC, en 0,35. Donc c'est là qu'on va retrouver tous les identifiants supplémentaires de notre notice. En 0,01, on a juste l'identifiant interne dans le système, et en 0,35, on a tous les identifiants extérieurs, dont l'identifiant PPN, qui est ici, et qui est préfixé PPN. On l'a mis toujours en première position et chez nous. Donc il est toujours c'est toujours le premier 0,35. Je vais revenir en arrière, toujours en utilisant ma flèche de retour. Je vais retourner en arrière pour maintenant essayer de découper les choses, les données d'inventaire, enfin les données physiques, les données de ressources imprimées. Je les découpe parce qu'en fait, on n'a pas que la notice. La notice, c'est le niveau le plus haut. Ça décrit une ressource documentaire. Mais en dessous de la notice, on va en voir encore deux niveaux de gestion différents. Alors, le niveau le plus bas, qui est le niveau qui vous est familier, parce que c'est le niveau que vous utilisez, vous, quand vous faites du prêt et du retour, c'est le niveau de l'exemplaire. Ce que vous prêtez à des lecteurs, ce sont des exemplaires. Donc, un enregistrement qui comporte un code barre, et c'est ce code barre que vous lisez avec votre douchette quand vous prêtez le document ou quand vous en enregistrez le retour. Donc, l'exemplaire, c'est l'enregistrement, la donnée qui décrit le document tel qu'il est dans votre bibliothèque. C'est la donnée vraiment de base, c'est la donnée élémentaire, c'est ce que vous prêtez. Mais dans Alma, on a un niveau de gestion intermédiaire entre la notice bibliographique et l'exemplaire. Ce niveau de données intermédiaire, c'est ce qu'on appelle une notice de fond, ou qu'on appelle aussi une notice de holding. Et ces notices de fond, ces notices de holding, c'est ce que vous voyez ici en fait. Vous voyez d'ailleurs, vous le voyez ici, marqué 5/13 holding. Et vous le voyez aussi, bon, petite traduction qu'il faudra harmoniser, marqué notice de fond. Notice de fond étant le terme consacré dans le monde francophone au Québec pour désigner holding. Holding, c'est de l'anglais, et notice de fond, c'est la version française. Et donc, ce qu'on voit ici, ce ne sont pas les exemplaires, mais bien les notices de fond. Ce que vous voyez ici, pour la BU d'Albi, je vois donc le nom de la bibliothèque, je vois le nom de la localisation, magasin, je vois la cote, 346 codes, et je vois en fait qu'il y a beaucoup d'exemplaires. Il y en a 10 qui se trouvent être tous en rayon par ailleurs. Eh bien, la notice de fond, c'est un intermédiaire entre la notice bibliographique et la notice d'exemplaire, tout simplement parce que la notice de fond, elle réunit pour un même titre tous les exemplaires de ce titre qui sont rangés dans le même emplacement de la même bibliothèque. C'est-à-dire que mes 10 exemplaires de la bibliothèque d'Albi, rangés dans la localisation magasin 5 mag, vont être regroupés sous une notice de fond, une notice de holding. Pareil à Boutaric, j'ai 3 exemplaires qui sont conservés dans la salle François de Boutaric. Eh bien, ça donne lieu à une notice de holding. Pareil à l'INSA, sauf que là, je n'ai qu'un seul exemplaire, mais c'est le même mécanisme. Mon unique exemplaire à l'INSA est rangé sous une notice de holding qui peut en regrouper donc aussi bien 1 que 10. La notice de holding, c'est une notice de regroupement d'exemplaires. C'est tous les exemplaires d'un même titre qui sont rangés au même endroit dans une bibliothèque donnée. Cette notice de holding, elle a 2 finalité principale. Déjà, comme finalité, on le verra plus en détail demain matin, mais elle a comme finalité de permettre d'avoir un affichage plus clair au niveau du catalogue public. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher toute une liste d'exemplaires qui peut être interminable, parce que là, vous voyez, au total pour ce titre-là, je vois que j'ai 34 exemplaires, dont 25 encore disponibles. Avoir 34 exemplaires, une liste de 34 exemplaires, ça peut être fastidieux. Je peux être amené à passer page 1, page 2, page 3 et ainsi de suite. Et je ne parle pas des périodiques où les listes d'exemplaires peuvent comporter plusieurs centaines d'exemplaires. Là, c'est plus simple parce que tous mes exemplaires d'une même bibliothèque, plus exactement d'un même endroit dans une même bibliothèque, sont regroupés. Donc là, au lieu d'avoir 34 résultats sous ma notice, je vais en avoir que 13 dans le catalogue public. Et c'est seulement quand je vais cliquer sur l'une de ces notices de holding que je vais voir la liste de mes exemplaires. Ça fait donc un affichage qui est plus propre. L'autre effet majeur, c'est que la notice de holding intervient beaucoup au niveau des services au lecteur. Par exemple, les réservations. Alors,
On est dans un contexte un peu particulier à Toulouse, puisque une grande partie de nos réservations sont réalisées au niveau d'un exemplaire. Mais ce sera sans doute plus le cas dans quelques semaines. On va faire des notices sur on va faire des réservations directement sur la notice bibliographique. Et bien du coup, en fait, ce qu'on va réserver, c'est un exemplaire parmi tous les exemplaires disponibles ou empruntés, ça dépend les règles que les bibliothèques se fixeront, mais on va faire une réservation parmi les exemplaires qui se trouvent rangés sous une seule et même notice de holding. Donc voilà, c'est un niveau de gestion qui intervient également au niveau du prêt. Donc voilà, c'est vraiment un élément important qu'il faut essayer de comprendre dans Alma, d'avoir ces trois niveaux, la notice BIB, la notice de fonds, dite aussi notice de holding, et la notice d'exemplaire. Voilà, notice BIB, ça décrit la ressource. Notice de fonds, ça rassemble tous les exemplaires qui se trouvent au même endroit pour ce titre. Et notice d'exemplaire, voilà, c'est l'unité, l'entité de base que vous allez prêter quand vous êtes au bureau de prêt. Si je regarde là, puisque j'ai 13 notices de holding, donc j'en vois que 5 par défaut, si je clique sur notice de fonds, je vais accéder à la liste de mes 13 notices de holding. Vous voyez, avec plusieurs bibliothèques. Et je vous voyais ici, par exemple, c'est un cas intéressant. Pour la bibliothèque de l'Arsenal, j'ai 2 notices de holding. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des exemplaires qui sont rangés dans 2 emplacements différents. J'ai un exemplaire qui est rangé dans un emplacement, une localisation, qui s'appelle Arsenal Magasin Sous-Sol. Et j'ai 7 exemplaires qui sont rangés dans un autre emplacement qui s'appelle Arsenal Niveau 0, Salle 2. Donc là, comme j'ai des exemplaires à 2 endroits différents de cette bibliothèque, le système a créé 2 notices de holding. Donc après, les notices de holding en elles-mêmes, elles n'ont rien d'extravagant, mais vous allez être amené à intervenir dessus. C'est ce que certaines d'entre vous verront lors de la formation gestion des données. C'est en fait une donnée, une notice au format Marc 21. Parce que holding, c'est un format de données Marc 21, c'est un format qui s'appelle plus exactement Marc 21 Holding, qui est très simple en fait, parce que vous n'intervenez, alors cas particulier pour les périodiques, c'est un petit peu plus complexe, mais pour les monographies, vous n'intervenez que sur une seule zone, qui est la zone 852, qui comprend 3 informations. L'emplacement dans la bibliothèque, donc salle de lecture, machin chose. Là, c'est indiqué en code, mais le libellé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en clair. AL2, c'est le code de cette localisation, le code de cet emplacement. Et vous intervenez aussi sur la cote de rangement, donc qui est la cote commune à tous les exemplaires, même si par ailleurs, voilà, un exemplaire peut avoir une exception et une cote particulière à l'intérieur de la série. Mais là, la cote de rangement principale, c'est celle-là. Et le code de la bibliothèque, donc code de la bibliothèque, code de la localisation, la cote, et ici un indicateur pour renseigner le type de cote. Est-ce que c'est de la DIWE, est-ce que c'est de la CDU, pardon, est-ce que c'est une cote locale, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est des choses relativement élémentaires, mais vous allez être amené, en tout cas pour certains d'entre vous, à intervenir dessus. Donc derrière, ben voilà, la notice de fond, si je descends encore, donc là j'ai vu la notice de fond, si je clique ici sur mes 3 petits points, mon bouton action, j'ai voyé un lien qui s'appelle voir les exemplaires et je vais accéder tout simplement à la liste des exemplaires qui sont rangés sous cette notice de fond. Donc là, c'est le même mécanisme. Alors d'ailleurs, vous voyez, toujours des listes. Je peux exporter, je peux modifier l'affichage. Je peux aussi modifier, ici, c'est comme tout à l'heure pour le prêt d'ailleurs, je peux modifier l'ordre d'affichage des données. Et vous voyez, j'ai les codes barres de mes exemplaires. Si je clique sur l'un d'entre eux, je vais accéder à l'éditeur d'exemplaires, qui est un éditeur assez classique pour le coup, avec la mention du code barre, la mention du type de matériel, la reprise de l'information de l'emplacement, donc c'est la bibliothèque de l'Arsenal et la localisation 1AL2, et ainsi de suite. J'ai une petite particularité qui s'appelle l'exception de circulation, qu'on reverra lors de la formation circulation, parce que l'exception de circulation, en fait, l'emplacement ou la localisation intervient aussi, pas seulement pour les réservations, mais intervient aussi pour calculer les durées de prêt. C'est-à-dire que dans Alma, je vais dire tous les documents qui sont dans la localisation niveau 0, salle 2, vont être empruntables 3 semaines par les étudiants et 5 semaines par les enseignants-chercheurs. Et donc, tous les documents qui sont au même endroit sont soumis à la même durée de prêt. Mais je peux introduire une exception par ce canal-là, celui de l'exception de circulation.
Je peux dire tous les documents qui sont à tel endroit sont empruntables, 3 semaines les étudiants, 5 semaines les enseignants-chercheurs, sauf tel et tel exemplaire qui est porteur d'une exception de circulation, par exemple, près 10 jours non renouvelables, non réservables. Donc là, voilà, cet exemplaire-là va déroger à la règle générale telle qu'elle est définie au niveau de la localisation de l'emplacement. Donc voilà, ça c'est une petite particularité également d'Alma. Alors, hop, je vais annuler pour être sûr de ne pas enregistrer. Je vais juste revenir quand même sur l'exemplaire, parce que je vous ai dit que Alma gardait tout en mémoire. Les transactions de prêt, les modifications que vous faites sur les exemplaires. Et vous voyez, quand je suis sur l'onglet historique, j'accède à la liste des modifications. Alors là, ça a été fait par traitement, donc c'est marqué système. Je ne sais pas si je vais avoir du prêt. Bon, il n'y a pas eu de prêt, activité des services aux usagers. Mais si j'avais une modification qui avait été faite manuellement par un bibliothécaire, j'aurais vu l'identifiant de cette personne s'afficher. Si le document, l'exemplaire avait été prêté, j'aurais vu ici, dans activité de service aux utilisateurs, la mention de la date à laquelle le document a été prêté, à la date à laquelle il a été retourné, et qui l'avait prêté, qui l'avait retourné, et ainsi de suite. Donc voilà l'organisation générale de nos ressources imprimées. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail sur la manipulation de ces données et comment on fait des recherches. Alors là, on a fait une recherche simple. Alors, on aurait pu utiliser des index. Des index, vous voyez, bon, qui sont assez classiques, créateurs, donc c'est auteur, il faut le comprendre comme ça, ISBN, ISSN, titre de publication en série, sujet, et ainsi de suite. Ce qui est plus intéressant, alors vous voyez, j'ai encore ici un historique. Ce qui est plus intéressant, c'est la recherche avancée. Pour ouvrir le formulaire de recherche avancée, vous allez cliquer sur l'icône matérialisée par une loupe. Voilà. Vous ouvrez votre recherche avancée. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Donc, nous, on est resté sur titre physique, mais vous voyez, je peux toujours modifier, dire que je recherche des titres ou que je recherche des exemplaires physiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va rechercher des exemplaires physiques cette fois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vais rechercher des exemplaires physiques. Donc, pour des exemplaires physiques, de toute manière, ça ne sert à rien de passer sur zone communauté. Vous voyez, on me propose quand même de basculer de l'un à l'autre, mais bon, encore une fois, on va rester sur zone institution. Et ensuite, je vais sélectionner des index de recherche. Et pour mes ressources physiques, à la fois titres et exemplaires, on va me proposer des séries d'index qui sont regroupées sous les 3 niveaux de gestion dont j'ai parlé. Donc des index valables pour le titre. Donc on va utiliser des index de recherche qui vont rechercher sur la notice bibliographique. Donc ici, dans titre, vous voyez, ça forme un petit accordéon. Si je déplie, si je clique, ça va déplier tous les index disponibles pour titre physique. On va rechercher, utiliser potentiellement des index qui sont situés au niveau de la notice de holding ou notice de fonds. Donc si je clique à des exemplaires, bibliothèque, code permanente, localisation physique permanente, c'est ce qu'on vient de voir un peu rapidement dans notre notice de fond. Et si je clique ici sur exemplaire physique, je vais trouver des index qui fonctionnent sur l'exemplaire. Donc on va rechercher des données dans l'exemplaire. Donc moi par exemple, je vais essayer un peu de tout mélanger, ça va être intéressant. Je vais par exemple utiliser un premier index. Alors, vous voyez, ce que j'ai au-dessus, c'est les index que j'ai utilisés précédemment. Il me propose les 5 derniers index que j'ai utilisés. Donc, j'en ai utilisé un au niveau de la notice de holding et les 4 autres au niveau des exemplaires. Donc, moi, ce que je vais utiliser, par exemple, c'est rechercher, faire une liste de titres qui ont dans une liste d'exemplaires physiques, qui ont dans le champ titre de la notice le mot histoire. Mes exemplaires, par exemple, appartiennent à la bibliothèque de l'Arsenal et ce sont des exemplaires qui sont actuellement en rayon. Ça va me permettre un peu de tout cumuler. Je ferai après une autre recherche, une recherche que vous aimez bien sur les cotes. Alors, j'ai dit que j'allais prendre le titre. Donc le titre, il se trouve au niveau de la notice bib, donc on va aller chercher l'index qui se trouve ici. Titre. Mes opérateurs vont varier en fonction de l'index que j'utilise. Donc là, pour titre, on me propose un certain nombre d'opérateurs.
Donc les principaux, ça va être contient les mots-clés ou contient la phrase. Contient la phrase, c'est à comprendre comme contient l'expression exacte. Donc si je mets Histoire de France, il faut que ça contienne exactement Histoire de France. Là, on va se contenter de mettre Histoire. Hop, là, je suis allé un peu trop vite. Quand je veux rajouter des index, je clique ici sur la croix blanche sur fond rouge. J'ajoute. J'ai un opérateur et ou. Voilà. Donc là, c'est des opérateurs cumulatifs. À chaque fois, je vais faire et je pourrais faire ou. Je pourrais dire, cherche-moi des listes, enfin, je fais une liste d'exemplaires qui ont comme titre histoire ou qui ont comme titre history. Donc là, j'aurais utilisé ou. Mais là, je vais utiliser et. Donc quand c'est en rouge, sur fond rouge, c'est cet opérateur-là qui est utilisé. J'utilise et. Je vais prendre la bibliothèque. Donc la bibliothèque, vous voyez, il a gardé en mémoire que j'avais utilisé précédemment, mais sinon je peux la retrouver ici, dans Holding. Je vais prendre la bibliothèque. Est égal à, vous voyez, je n'ai pas la même série d'opérateurs, donc cette fois c'est est égal à, parce que c'est une liste qu'on va me proposer. On me propose de choisir parmi les bibliothèques du réseau. Donc soit je fais défiler la liste, comme ça, soit je tape. Voilà, première lettre suffisent pour retrouver par exemple la bibliothèque de l'Arsenal. Je vais rajouter encore un index, donc la croix rouge. Je reste sur l'opérateur et je vais demander au système, cette fois j'avais dit que je prenais les documents qui étaient en rayon. Donc l'information qu'un document est en rayon, ou qu'un document est en prêt, je vais la trouver dans l'exemplaire, puisque c'est des exemplaires qu'on prête, sont des exemplaires qui sont en rayon. Donc exemplaire physique, ici j'ai pas mal de choses, hein, donc il faut un peu savoir. Quoi chercher? Alors j'ai deux possibilités. Soit j'utilise l'index en rayon, donc là ça va être un index binaire, le système va me dire, c'est le statut de base, il va me dire l'exemplaire n'est pas en rayon ou il est en rayon. J'ai deux propositions, en rayon ou pas en rayon. Donc là j'avais dit que je voulais des exemplaires en rayon, donc il suffit que je fasse ça. Mais si ce qui m'intéressait c'était les exemplaires qui n'étaient plus à la bibliothèque, je ne mettrais pas en rayon, ou éventuellement je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus fin et aller en allant chercher quelque chose qui s'appelle le type de processus. Type de processus, c'est l'information de où est mon exemplaire qui n'est pas en rayon. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en prêt, est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il est manquant, est-ce qu'il est en cours d'acquisition, cours de traitement. Donc là, je change un petit peu ma recherche. Finalement, je vais prendre des types de processus. Et vous voyez, est égal à toujours, parce que c'est une liste, on me propose un certain nombre de processus qui vont correspondre à des statuts possibles pour un document qui n'est pas en rayon. Donc par exemple, je vais prendre prêt. Tel quel, ma recherche va me ramener des résultats et le système va me fournir donc la liste des exemplaires qui ont dans leur notice, dans le champ titre de leur notice, le mot histoire, qui ont un exemplaire pour la bibliothèque de l'Arsenal et pour lesquels on a au moins un exemplaire qui se trouve en prêt. Trois critères vont se cumuler. Si je lance la recherche, je ne sais pas si je vais avoir des résultats, je pense que oui quand même, vu le caractère assez large de ma première recherche. On va voir, voilà, j'ai 324 résultats, donc là c'est une petite recherche que je peux assez facilement exporter le cas échéant. J'ai des facettes qui sont un petit peu différentes de celles de tout à l'heure, hein, puisque c'est une recherche cette fois d'exemplaires physiques. Donc on me propose le type de matériel de l'exemplaire, on me propose la bibliothèque, bon, pas très intéressant puisque j'avais dit par défaut que c'était l'Arsenal, et on me propose aussi le type de processus, pareil, pas très intéressant puisque j'avais dit d'emblée que je voulais que des documents en prêt. Et pour le reste, vous voyez, ce que je vois, ce n'est plus une notice bibliographique succincte, mais une notice d'exemplaire succincte. Donc, on reprend quelques informations bibliographiques, comme le titre et les mentions d'édition. Mais pour le reste, vous voyez, je vois le code barre, la bibliothèque, la date de création de l'exemplaire, la date de modification, le type de processus, et ainsi de suite, la localisation et tutti quanti. Donc cette donnée-là, voilà, je peux l'exporter sans difficulté. Si je clique sur prêt, vous le reverrez lors de la formation circulation, je vais accéder à des informations de prêt un petit peu plus détaillées. Hop, je vois que c'est d'ailleurs une collègue qui a emprunté ce document, parce qu'on ne peut rien nous cacher. Et voilà, je reviens en arrière.
Donc voilà, on a fait une recherche basique, celle que vous pouvez être amené à faire pour avoir la liste des documents en cours de prêt pour une thématique donnée, par exemple. Je vais faire une autre recherche. Alors juste avant de refaire une autre recherche, voilà. Ça c'était des exemplaires physiques. Vous voyez, j'ai 324 résultats. Je peux assez facilement rebasculer sur un autre type de résultat. Il m'a gardé en mémoire les index et les valeurs que j'ai passées. J'ai juste switché d'exemplaire physique à titre physique. Donc potentiellement, je vais peut-être avoir un nombre de résultats différents. Parce que pour un même titre, j'avais peut-être plusieurs exemplaires qui étaient sortis. On va voir, hein, c'est pas évident. J'avais 324 résultats, peut-être un petit peu moins. Ça ferait mes affaires pour la beauté de la démonstration. Voilà, effectivement, j'ai moins de résultats, j'en ai 285, mais c'est parce qu'on ne demande pas au système de nous fournir le même type de ressources. Voilà, tout à l'heure, c'était des exemplaires. Là, ce sont des notices. Et vous voyez, pareil, au niveau de les facettes, on n'a plus les mêmes facettes, et au niveau de ce qui s'affiche, on n'a plus les mêmes choses. Donc, je vais faire une autre recherche assez habituelle, qui vous faites souvent. Ça va être la recherche de cotes, qui est un petit peu complexe. Alors, il y a une vidéo dédiée à ça, mais je vous la montre aussi maintenant. Je vais enlever l'index ici. J'en ai pas besoin, donc pour enlever, je fais la croix. Je vais enlever l'index. Je vais remplacer type de processus par cote. Cote, je vais la trouver, c'est la cote de rangement, je vais la trouver dans la partie holding. Cote permanente. Alors, code permanente, vous voyez, c'est assez vaste, parce que je contiens les mots-clés, contient la phrase, toujours pareil, mais j'ai aussi des opérateurs plus grands que, plus petits que, plus grand ou égal à. Donc là, si je veux faire un intervalle de cotes, je vais dire une cote comprise entre, hop. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre l'Arsenal, je vais prendre la bibliothèque universitaire centrale du Mirail. Et par exemple, voilà, centre de ressources des langues, vous voyez, c'est un index, je peux utiliser plusieurs bibliothèques. Donc j'ai remplacé l'Arsenal par deux bibliothèques du Mirail. Donc j'ai mis la cote, plus grand que 400, plus petit que 499. Alors je vais mettre 400, hop, est égal aussi. Plus grand ou égal à 400, plus petit ou égal à 499. Et je vais renseigner, parce que ça ne suffit pas de mettre la cote, je dois renseigner aussi le type de cote. Voilà. Si je ne mets pas le type de cote, si je ne lui dis pas si c'est de la DWAY, si c'est de la CDU, si c'est des cotes locales, si c'est de la bibliothèque du Congrès, il ne va pas aimer. Donc je lui dis que c'est une cote, Mirail, c'est de la DWAY. Je vais lui dire que le type de cote à utiliser, c'est la DWAY. Donc là, voilà, je lui demande de m'afficher comme liste de résultats des notices de ressources imprimées pour lesquelles il y a au moins des exemplaires dans ces deux bibliothèques-là, et qui ont des cotes de rangement comprises entre 400 et 499. DWAY. Voilà. Donc ça, quelque chose d'assez basique. Hein. Ce sont des ressources en langue, hein, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis le centre de ressources des langues du Mirail. Donc voilà, là j'ai obtenu ma liste de résultats. Elle est assez vaste, hein, 14 941. Donc si je veux, je reviens dessus pour la restreindre. Ou j'utilise les facettes. Hein. Par exemple, finalement, c'était les ressources en anglais que je voulais. Donc je vais appliquer une facette ici pour restreindre les résultats aux notices qui sont identifiées comme des notices en anglais. Enfin, de ressources en anglais, plus exactement. Les facettes, elles peuvent s'enlever. Hein. Vous voyez ici, on les garde en mémoire et on peut éventuellement, en cliquant sur la croix, les supprimer. Donc voilà à quoi ressemble la recherche avancée dans ALMA pour des ressources physiques. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas? Voilà, comme je le disais en introduction, la recherche, vous allez l'appréhender progressivement. Il va falloir... Voilà, c'est vraiment à l'usage que vous allez vous en servir, apprendre à vous en servir. Certains index, de toute façon, vous ne les utiliserez jamais, donc de toute manière, ce n'est pas très grave. Mais les index dont vous avez vraiment besoin au quotidien, progressivement, vous allez vous familiariser avec et vous allez devenir des experts sur ce genre de choses.
Je vous laisse réfléchir à vos questions. Je vous montre juste une dernière chose. On a la possibilité d'enregistrer la requête. Donc, si jamais c'est une recherche que je suis amené régulièrement à faire, en fait, je peux l'enregistrer et la relancer. Alors déjà, vous avez vu tout à l'heure que le système garde en mémoire ce que j'ai fait. Mais là, si je l'enregistre, je suis sûr qu'elle est gardée éternellement en mémoire. Alors que là, tout à l'heure, au niveau de l'historique, il ne gardait en mémoire que mes 10 dernières recherches. Donc, si c'est la 11e, si elle devient la 11e, eh ben, elle va sauter. Donc, si je veux être sûr qu'elle ne saute pas, j'enregistre la requête. Je lui donne un nom. Peu importe lequel. Ce que j'enregistre là, c'est par défaut en mode privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui le verrez. Voilà, c'est important de ne pas pourrir l'affichage des collègues. Si c'est juste une recherche que vous voulez régulièrement refaire, ça ne sert à rien de l'enregistrer en mode public, donc de dire non. Vous restez en mode privé, vous dites oui, ça ne restera que chez vous, il n'y a que vous qui le verrez. Enfin, plus exactement, moi je le verrai, mais ça ne me gêne pas beaucoup, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, là c'est enregistré, et ensuite vous allez pouvoir revenir sur cet écran qui s'appelle l'écran de gestion des jeux. Les jeux, c'est des lots, des lots de résultats, des lots de notices. Vous allez pouvoir revenir régulièrement dessus en cliquant ici sur Admin et sur une fonction qui s'appelle Gérer les jeux. Vous allez arriver sur un onglet qui s'appelle Mes jeux. Donc, ce sont les choses qui ne sont visibles que par vous. Il y a des jeux qui peuvent être publics, donc qui ont été partagés par les collègues. Le troisième onglet, il n'y a que moi qui le vois, vous ne le voyez pas. Et donc, dans Mes jeux, bon, moi j'en ai beaucoup, j'en ai 397. Vous, vous en aurez peut-être moins dès la première page, vous le verrez. Sinon, vous pouvez rechercher votre jeu au niveau par nom. Donc, voilà, test 2021, etc. Vous voyez, il est ici. Et si je clique sur trois petits points, résultat, je relance la recherche. Alors, d'un jour à l'autre, je vais peut-être avoir des résultats différents, tout simplement parce qu'il y a des notices qui ont été ajoutées, des notices qui ont été supprimées, ou si c'est des exemplaires pareils, des exemplaires en plus, des exemplaires en moins. Par contre, la structure de la requête est la même. Donc, un petit clic sur résultat, et ça me relance ma recherche, et je suis sûr que cette recherche n'est jamais perdue, quand bien même je ne l'aurais pas faite depuis pendant 3 ou 4 mois. Je suis sûr de la retrouver. Vous voyez, j'ai les mêmes... exactement la même chose avec les mêmes termes de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile si vous faites régulièrement les mêmes recherches dans le cadre de vos missions dans vos établissements. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer? Oui, non? Non? Si, alors, non. Ouais? Non? Non, non. Si, alors contractuellement, on devait finir à 16h, mais bon, comme on a pris un petit peu de retard au début, si vous me laissez 10 minutes, je vous parle rapidement des ressources électroniques, en espérant ne pas vous noyer, ne pas vous saper la fin de la journée avec ça. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que ce mécanisme de structuration des données, qui est un peu particulier pour les ressources physiques, on va plus ou moins le retrouver également pour les notices de ressources électroniques. Donc, je vais retourner sur l'écran d'accueil. Je vais faire une recherche de titre électronique. Donc, je dis au système de m'afficher des notices de ressources électroniques. Je lance ma recherche, peu importe laquelle. Et je vous explique la structuration à 3 niveaux. Dans le support de formation, vous avez des exemples aussi de recherche que vous pouvez faire sur de la DocElec, même si je sais que professionnellement, ce sont des choses un petit peu plus rares, mais bon, le cas échéant, vous pouvez vous reporter à la documentation pour ça. Voilà. Les ressources électroniques, il y a 3 niveaux, comme pour les ressources imprimées. Le niveau sur lequel j'arrive par défaut, parce que j'ai demandé de m'afficher des titres électroniques, c'est la notice bibliographique. Ça décrit là aussi une ressource documentaire. Eh bien, en dessous de la ressource documentaire, je vais avoir encore d'autres niveaux de gestion. Le niveau de gestion le plus bas, qui est un peu l'équivalent de l'exemplaire pour la DocElec, c'est ce que Alma, c'est du jargon qui est vraiment propre à Alma, c'est ce que Alma appelle le portfolio. Portfolio, c'est vraiment l'équivalent de l'exemplaire. C'est-à-dire que c'est cette ressource-là, cette revue qui s'appelle History, qui appartient à une collection et qui est accessible à partir de tel lien et de telle date à telle date.
Je dis que c'est l'équivalent d'un exemplaire parce qu'un exemplaire, les informations qui sont dans l'exemplaire sont des informations qui vous permettent de trouver la ressource. C'est dans telle bibliothèque, à tel endroit, sous telle cote. Et bien là, le portfolio, c'est un peu la même chose. Ce sont les informations, non pas pour trouver la ressource, mais pour y accéder, puisqu'on parle d'accès pour la DocElec. Donc, c'est le lien d'accès, c'est la période de couverture chronologique, c'est une revue voilà, de 1950 à 1990, et c'est la mention de la collection à laquelle ça appartient. Donc, c'est vraiment les informations qui vous permettent d'accéder à la ressource, le portfolio. Mais entre la notice et le portfolio, on a un niveau intermédiaire que j'ai mentionné tout à l'heure un peu rapidement, qui est celui de la collection électronique. Parce qu'en fait, les ressources électroniques, on les achète rarement de manière isolée. Je ne prends pas un abonnement à la revue History comme ça de manière isolée. Je vais en fait souscrire un abonnement à des dizaines ou des centaines ou des milliers éventuellement de titres de périodiques électroniques qui sont commercialisés sous la forme de bouquets ou de packages par un agrégateur de contenu. Et bien donc, mes titres ils sont rangés dans des collections électroniques. Et ce qui est rangé dans des collections électroniques, ce ne sont pas tant des titres, comme je viens de le dire, mais en fait des portfolios. Et donc, mon document, ce document-ci par exemple, je vois qu'il y en a 23 mentions. Donc, il est dans 23 collections électroniques différentes. Donc, il y a 23 portfolios pour cette revue. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, certains correspondent en fait, c'est la même, on va dire, c'est un peu la même chose, c'est la même couverture chronologique, mais des fois c'est différent. Donc là, si je prends par exemple, comme je le disais dans l'ordre, Accès Minalbi Bacon G-Store, ben, ce titre-là, History, a été souscrit dans une collection qui s'appelle Bacon G-Store Global Arts and Sciences par l'école des mines d'Albi. Et donc, pour ce titre-là, de cette collection-là, je vais trouver un portfolio. Donc, j'en trouve un pour l'école des mines d'Albi. En restant juste sur cet écran-là, je vois par exemple qu'à l'UPS, je vais trouver 2 portfolios parce que j'en ai un qui est rangé dans une collection, la même d'ailleurs, qui s'appelle Bacon G-Store Global Arts and Science, mais j'ai aussi un portfolio qui est rangé dans une collection qui s'appelle Wiley Online Library parce que la ressource a été souscrite auprès de 2 agrégateurs de contenu différents. Donc voilà, c'est le niveau, le portfolio, c'est ce qui vous permet d'accéder à la ressource électronique. Donc c'est le niveau de gestion le plus bas pour de la ressource électronique, la documentation électronique, et c'est l'équivalent de l'exemplaire. Demain, quand on regardera à quoi ça ressemble dans le catalogue public, quand je vais cliquer pour accéder à une ressource, je vais cliquer sur un lien qui est stocké, fourni par le portfolio. Donc voilà à quoi ça sert. Après, pour vous, professionnellement, voilà, vous pouvez être amené, un peu comme on l'a fait pour les ressources imprimées, à faire des recherches. Vous pouvez rechercher des titres et vous pouvez aussi bien rechercher des portfolios pour savoir plus précisément si tel ou tel titre est souscrit par votre abonnement. Est-ce que la revue History, par exemple, est en abonnement à l'université Toulouse-Capitole, par exemple. Ce sont des choses qui marchent bien. Simplement, voilà, là, juste déjà en cliquant sur tous les portfolios, je le verrai, parce que je vais accéder à la liste de tous les portfolios du réseau, et dans le lot, je verrai ce qui est disponible pour tel ou tel établissement. Donc, voilà, je vais retrouver, là, je suis au niveau de cet exemplaire électronique, ce portfolio, avec la mention, l'identifiant standardisé, ici l'ISSN, des identifiants internes, date de création, date de modification, c'est un peu comme l'exemplaire tout à l'heure, et au niveau des facettes, et ici dans la partie basse, vous voyez, j'ai l'information de pour qui ce portfolio est disponible, donc pour qui cet accès et pour quel établissement cet accès est disponible. Donc là, si je joue sur la facette, voilà, Toulouse-Capitole, je vais restreindre l'affichage il n'y en a qu'un, le seul portfolio valable, disponible pour lutin. Donc je n'aurai demain, si je refais cette même recherche pour ce titre de périodique, pour lutin, je n'aurai qu'un seul lien d'accès qui me sera proposé. Donc voilà très très rapidement comment sont structurées les ressources électroniques dans le système. C'est complexe, c'est pas objectivement quelque chose que vous allez utiliser au quotidien, mais si vous en avez besoin, on a la documentation, présentation générale Alma revient plus en détail sur les possibilités de recherche offertes par Alma à ce niveau-là. Ça va toujours?
Si ça va, je vais pouvoir vous rendre votre liberté. J'espère que la formation aura répondu à peu près à votre besoin.